quasi 50% des entrepreneurs, chaque mois, ils n'arrivent pas à aligner 650 euros. Tu sais, on est beaucoup dans une culture sur les réseaux de 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, etc. Quand tu vois les entrepreneurs dans la vraie vie, 3 000 euros quand tu es entrepreneur, tous les mois, c'est pas rien. Nous, comme on a parlé avec une personne de Adidas, on a fait les forceurs, on l'a vu, on a couru. Faut pas se dire, ouais, moi je viens de banlieue, je viens de je sais pas quoi. Pour aller chercher ce réseau, faut se le créer. C'est ton bébé. Tu passes tellement de temps et t'es pas rémunéré au début. Quand tu vas avoir quelqu'un en face qui va te froisser, tu vas rentrer dans une niaque terrible. Là, je parle de personnes qui font plusieurs milliards. Et finalement, tu penses que tu vas faire du business avec eux parce qu'eux, ils ont un palmarès. Finalement, tu te rends compte que le mec, il fait de la merde, il t'accompagne pas, il veut clairement te la mettre. Salut tout le monde, bienvenue dans Les Visionnaires. Donc là, c'est le premier épisode du podcast et je suis entouré de belles personnes ici, de très très belles personnes. Donc je vais laisser chacun d'abord se présenter. Vous pouvez dire juste en quelques mots votre nom, votre prénom et ce que vous faites. Et après, on va y revenir un peu plus en détail. Je commence par les gens en face de moi. Ok, parfait. Enchanté, Gaëtan Diawara. Donc actuellement, je suis intervenant dans une école de commerce et en parallèle, je suis entrepreneur et start-upper. Je pense qu'on va pouvoir en développer un peu plus tout à l'heure. Super. Enchanté, moi c'est Nicolas. Alors moi je suis dans le milieu de l'audiovisuel. Je fais beaucoup de choses, directeur de la photo, réalisation, de la production aussi. Et puis en parallèle, entrepreneur également. Enchanté, Alexandre. Donc, je suis business coach et je suis géré au CES de Las Vegas, à la Vivatech aussi. Et également cofondeur d'une boîte avec Gaëtan ici présent. Ok, enchanté, moi c'est Fahim. Pareil, je suis cofondateur d'une boîte dans le milieu de la Sportec dans laquelle j'ai vendu mes parts, mais on en parlera juste après. Et à côté, je suis aussi intervenant en content marketing, marketing digital, montage vidéo dans une école. Et à côté encore, parce que je fais beaucoup de choses, je suis vidéaste en freelance aussi. Ok, donc déjà là, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Doran Matima, réalisateur et entrepreneur. Et je trouve que tout le monde ici fait beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses, donc ça c'est cool, beaucoup de parcours. Bon, en vrai, on se connaît depuis pas mal de temps, tous. Et j'ai même envie de dire qu'on entreprend aussi ensemble. Et ce podcast-là, c'est ensemble, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc, en fait, ce podcast, on a envie de parler de l'entrepreneuriat d'un point de vue général, au sens global, mais on a envie de parler de start-up, de business en ligne, de plein de choses, et de les réunir en fait sous la même enseigne. Donc là, je pense que pour le premier épisode, le thème qu'on va traiter, c'est l'entrepreneuriat, je dirais peut-être classique, traditionnel, et le monde des startups. Ouais. Donc déjà, ma première question, c'est quoi déjà la définition qu'on pourrait avoir de la startup, d'avoir une startup et de l'entrepreneuriat? Alors je pense que si on devait comparer les deux, selon moi, vraiment selon moi, un start-upper, c'est entrepreneur, mais entrepreneur, c'est pas forcément un start-upper. Parce qu'en gros, l'entrepreneuriat, ça peut toucher énormément de secteurs d'activité, énormément de domaines. Par exemple, les personnes qui vont ouvrir son business, tant bien un boulanger ou e-commerce ou une entreprise X ou Y, pour moi, c'est un entrepreneur parce qu'il va créer son business, il va faire en sorte de l'améliorer, de le faire progresser, etc. etc. Alors qu'un start-upper, lui, pour le coup, on a fait beaucoup start-up à l'innovation, en termes d'activité, mais aussi en termes de croissance rapide. Par exemple, en start-upper, on va parler de levée de fonds, on va parler de seed, on va parler de plein de termes techniques pour faire comprendre qu'il y a une montée en compétences importante, mais qui est rapide aussi. Alors qu'un entrepreneur, en fait, par du temps, il commence avec son love money, donc son argent, qui est là personnellement, il développe sa structure, et au fur et à mesure, il y a une évolution. En gros, donc, en termes de comparaison, je dirais, il y en a un, c'est un peu touche à tout, en termes de secteur d'activité, genre un entrepreneur, demain, tu veux te lancer dans l'immobilier, pour moi, tu es un entrepreneur, tu veux te lancer dans la finance, tu es un entrepreneur, dans la restauration, tu es un entrepreneur. Par exemple, start-upper, c'est vraiment quelqu'un qui veut avoir une impact forte et aussi qui aura une forte évolution, en fait, dans son business. Sachant que, du coup, il y a des risques qui sont aussi liés à ça, parce que entrepreneur, on va dire que tu as moins de risques, entre guillemets, parce que tu commences avec tes compétences, avec des éléments qui sont bien précis, alors qu'un start-upper, tu as plus de risques, parce que c'est lié, les entrepreneurs, c'est aussi le marché, mais start-upper, tu as plus de risques qui est lié aux finances, parce que tu vas faire des paris, globalement, parce que, encore une fois, si tu montes, tu as 1 million sur la table, qu'est-ce que tu en fais de ton 1 million, tu vois? Et ça peut aller très vite, ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais en termes de délai, c'est très court. Donc pour moi, c'est surtout ça les grosses différences avec entrepreneur et start-upper. Ok. Non, mais totalement, pour rejoindre Gaëtan, en réalité, je pense que tu vois, la start-up, tu grosses, donc la croissance, elle est importante tout de suite. Tu vois, le market fit aussi, il n'est pas pareil, tu vois.
Donc le market fit sur une startup, elle peut prendre du temps, comme il disait Gaëtan, parce que forcément, tu as de la tech derrière. Donc forcément, qui dit tech dit souvent que ça prend du temps. Donc, parce que tu dois avoir une proposition de valeur qui va être différente de ce que tu as sur le marché. Alors qu'effectivement, l'entrepreneuriat, on pourrait associer ça un peu, je ne vais pas dire tout le monde est n'importe qui, parce que ce n'est pas le cas, mais effectivement à la restauration, tu vois, si on veut prendre l'entrepreneuriat basique, un restaurant, comme il disait Gaëtan, l'immobilier, on le voit maintenant avec le dropshipping, on l'a vu il y a quelques années, donc ce serait plus associé à ça. Mais effectivement, pour rejoindre Gaëtan, je pense que c'est vraiment le côté tech. Tu as le côté tech, mais au final qui disparaît de plus en plus, indirectement. Parce qu'au final, parce que maintenant, tu as des low-tech, ce qu'on appelle des low-tech, tu vois. Donc des startups, au final, qui n'ont pas trop de tech et qui vont se développer quand même, mais qui vont être innovantes dans leur approche. Tu vois. Donc c'est plutôt ce côté-là, tu vois. C'est comme ça que je différencie les deux. Et après, tu as le côté valo, le côté valorisation. La valorisation, vraiment, qui est une vraie différence dans les startups par rapport à un business classique, tu vois. Un business classique, la valo, en tout cas la boîte, ce qu'elle va valoir, ça va être concrètement son chiffre d'affaires. Alors qu'au final, une startup, selon le business, on va être de 10 à 14 fois, par exemple, le chiffre d'affaires prévu. Donc tu vois, sur 5 ans, tu vois, au final, c'est que du papier, c'est des prévisionnels, c'est une stratégie qui est spécifique. Et c'est vrai qu'une boîte qui va faire 1 million va en valoir 10 fois plus. Tu vois, on peut le voir avec pas mal de gros entrepreneurs, je ne vais pas citer les noms, mais qui vont faire 10 millions de chiffre d'affaires et qui vont avoir une boîte qui est entre 100 millions et 150. Donc, ce qui est la différence entre un restaurant, tu vois, qui se vendrait et ce serait juste le bas de porte en réalité, et le business concrètement, le chiffre d'affaires. Donc c'est un peu la diff entre les deux. Pour moi, la différence en vrai de vrai entre un entrepreneur individuel et un start-upper, moi je dirais que c'est plus au niveau des objectifs de chacun. C'est-à-dire que, en fait, un entrepreneur individuel, moi je dirais que lui, il va directement, tu vois, chercher la rentabilité de manière directe. Moi, je parle vraiment par rapport à mon expérience, parce que j'ai eu une start-up et à côté, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon activité de vidéaste. Et du coup, en tant que vidéaste, moi je cherche directement la rentabilité, la stabilité. Donc c'est ça mon objectif. Alors que quand j'étais dans le milieu des startups, l'objectif c'était vraiment avoir une croissance forte et rapide pour commencer à avoir des KPI, pour pouvoir avoir on va dire des armes auprès des investisseurs. Parce que l'objectif, quand on a une startup, c'est de lever, tu vois. Donc il faut avoir les armes pour pouvoir lever. Et tu vois, ça passe par faire croître l'entreprise à travers plein de KPI différents. Et pour moi, elle est là, en fait, la différence, c'est vraiment au niveau des objectifs que chacun a, tu vois. Par exemple, quand je suis en mode vidéaste, mon seul objectif, tu vois, c'est de faire de l'argent. Après, pas tout le monde a les mêmes, on va dire, les mêmes objectifs, mais en tout cas, pour ma part, c'est ça la différence. Exact. Ah, mais c'est vrai, c'est intéressant ce qu'il dit Fahim, parce que tu vois, tu as des startups qu'on oublie, qui sont ce qu'on appelle les startups bootstrap. Concrètement, en fait, qui sont des startups comme les startups Lemlist, comme Guillaume Aubouech, tu vois, au final, qui n'ont pas levé, par contre, qui reprennent, tu vois, cette thématique de rentabilité rapide. Et tu vois, et ça, c'est intéressant, parce que tu vois de plus en plus que les startups, en plus avec la conjoncture en ce moment, les startups élèvent de moins en moins. Concrètement, les investisseurs sont de plus en plus frileux. Et tu vois, tu as ce type de startups au final qui sont entre les deux, qui vont avoir une forte valeur ajoutée innovante en termes de tech, mais en termes de marché aussi, et vite faire du chiffre d'affaires. Donc tu vois que tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Je pense que le dénominateur commun au final c'est la croissance rapide pour une startup. C'est ce qui vraiment définit. Exactement. Après je veux revenir sur ce qu'a dit Alexandre, c'était intéressant, c'est market fit. Il y a une réalité, les start-upers, nous comme on a commencé notre activité, donc Alexandre et moi on a fait sur une entreprise qui s'appelle Milo. Et en fait, maintenant, on propose un service de livraison par drone, c'est ça notre particularité. Et c'est vrai qu'on a commencé notre aventure, on était en 2016, je crois. On était encore à l'université avec Alexandre en biomédical. Et quand on a commencé à parler de notre idée et à la mettre en avant, il y avait beaucoup de réfractaires. C'est une réalité. Alors que quand on a commencé notre projet, il n'y avait pas encore Amazon qui se positionnait sur le drone de livraison. On a, entre guillemets, dû attendre que ça se démocratise un petit peu pour que les gens commencent à dire « Ah ouais, en fait, le drone de livraison, peut-être ça peut être une vraie opportunité, peut-être ça peut être intéressant. » Alors qu'un entrepreneur, on va dire, vu qu'il y a moins ce côté innovant, il aura plus de facilité à lancer son business. En fait, pour moi, il y a moins ce côté innovation. Je veux changer le monde. Par exemple, moi, quand je fais de la vidéo, je te cache pas, je m'en fous de changer le monde. Je fais la vidéo, alors que vous, drone de livraison, je veux livrer des médicaments, etc. Tu vois, il y a une vraie volonté de changer les choses. Je trouve que ce que vous dites, je trouve que c'est peut-être que mon avis. Okay, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que
il y a parfois un manque de diversité de profil dans la startup nation comparé à l'entrepreneuriat classique. Parce que dans l'entrepreneuriat classique, il y a vraiment ce truc de... Un peu ce truc à la tapis, un peu ce truc de je peux réussir de n'importe où, je fais mon petit truc, j'ai pas besoin d'attendre quelque chose. Alors que dès lors qu'on parle de levée de fonds, si on regarde les chiffres des levées de fonds, on voit très bien qu'en termes de diversité, il y en a beaucoup moins. C'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez un avis dessus hein? Ouais, un vrai avis dessus. On en a. Là, tu touches à un point sensible, là. Genre du deuxième point sensible. Non, en réalité, je pense qu'en gros, ou pas ce que tu allais dire, pour vous dire une petite anecdote pour accompagner ça, c'est que moi, j'ai commencé par l'entrepreneuriat classique, donc en tant que vidéaste. Ensuite, j'étais avec un pote à moi, on était associés pendant 2-3 ans. On n'a pas fait rentrer de l'argent TVA, là, on avait 18, 19, 20 ans aussi. Dès que ça s'est arrêté, je me rappelle, j'ai commencé à bosser avec une start-up à Station F. Et je m'occupais de leurs vidéos, un peu de leur création de contenu. À Station F, j'ai rencontré beaucoup de start-up, beaucoup d'entrepreneurs. J'ai rencontré un peu de diversité, bien sûr. Mais je me rappelle que les mecs type école de commerce que je rencontrais, c'était toujours le même profil. Et c'est ça qui m'a choqué la première fois. Je me suis dit, purée, est-ce qu'un mec comme moi, finalement, peut faire ça? C'était une question que je me suis posée. Bon, bien sûr que oui, je peux le faire, hein, vous connaissez le Nero, mais c'était un petit truc comme ça que je voulais vous poser. Vas-y, Alex. Non, mais par rapport à ce que tu dis, il y a une réalité, hein, on va pas se mentir. Si tu prends les chiffres, tu vois, malheureusement, la diversité, elle est très mal représentée, tu vois, dans les startups. Après, tu vois, je pense que pour un tas de raisons, en réalité, t'as tout dit, hein. La plupart des gens qui montent des boîtes, en tout cas des startups, sont dans des écoles de commerce, mais pour un tas de raisons, parce que t'as l'alumni, parce qu'effectivement, dès que t'es un investisseur, t'as quelqu'un qui a fait HEC, bah forcément, le dossier, il est accepté, tu vois, en tout cas, il passe plus rapidement et plus facilement. Donc c'est vrai que ouais, t'as un vrai problème de diversité. Nous, on l'a vu avec Gaëtan, hein, tu vois, on était à Paris Descartes, comme il t'a dit Gaëtan, sur les bancs de l'école, et concrètement, c'est vrai que même sur les bancs de l'école à Paris Descartes, tu vois, même la diversité, elle était compliquée à trouver, tu vois. Moi, j'ai une question à poser, parce qu'on vient tous de banlieue, on est tous originaires de l'extérieur de Paris. Est-ce que vous avez senti dans vos activités une barrière, en fait, à l'entrée à Paris, entre guillemets? Après, moi, je dirais que ça dépend du domaine. Parce que pour ma part, moi, c'était une start-up dans le milieu du basket. Et tu connais, dans le basket, on est tous à peu près... Il y a beaucoup de diversité, tu vois. Donc, en fait, franchement, moi, j'ai pas senti cette barrière par rapport à une start-up. Moi, je vais te donner une anecdote, Nico. Dès que je suis arrivé à Paris Descartes, et véridique, hein, vraiment, je faisais la queue, tu vois, pour les inscriptions. Et il y avait une meuf et un gars derrière moi. Et la première chose qu'on m'a dit, toi, ça se voit que tu viens de banlieue. Tu vois. Et je lui ai dit, en quoi? Il m'a dit, dans ton regard, ça se voit que tu viens de banlieue. C'est les ovaires, tu vois. Je me suis dit, je me pose la question, tu vois. Et tu vois, c'est tout bête. Mais malgré tout, t'es associé à la banlieue et t'as un plafond de verre, quoi qu'il en coûte. On va pas se mentir. Faut être réaliste, tu vois. Mais ce plafond de verre, et à un moment donné, tu peux le faire péter aussi, parce que toi aussi, tu vas te mettre des propres barrières. Et je pense à partir du moment où tu te mets tes propres barrières, bah, il y a un moment, t'arrives pas à péter le plafond de verre. Donc je pense que c'est ça qui est important. Au final, c'est se dire, bon bah écoute, oui, je suis de banlieue, et alors, tu vois. En réalité, il n'y a pas de question, c'est pas pour ça que je suis moins intelligent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, malheureusement en banlieue, qui se mettent beaucoup ces barrières-là, et qui vont pas forcément entreprendre dans les startups, et plutôt entreprendre, par exemple, dans le business en ligne, parce que business en ligne, en soi, tu achètes quelque chose, mais tu sais pas qui est derrière. Alors que tu vois, la vraie différence entre le start-upper, c'est les CEO, DG, CEO, CMO, tout ce que tu veux, qui vont pitcher. Donc forcément, la start-up est associée au confondeur. Ce qui n'est pas le cas d'un business, on va dire, en ligne, par exemple, où effectivement, tu peux être derrière, tu peux vendre un produit qui correspond, qui est market fit, qui va correspondre à une demande, qui va avoir une offre et une demande, et ça va très bien se vendre. Ouais, ça donne. Pour répondre à ta question, moi, dans mon activité, après, on est en France aussi. Il faut reprendre le contexte de la France. Je trouve, en tout cas, qu'en France, quand tu veux développer ton business, etc., personne va venir en face de toi et te dire tu peux pas le faire, on veut pas de toi, etc. Pas en face, pas de manière frontale. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est, par exemple, à certains tournages, parce que j'ai eu des clients de tous les horizons, de différentes entreprises. Parfois, ça m'est arrivé, lorsque j'arrive, c'est en mode « Ah, c'est lui le vidéaste? C'est lui? Ok. » Tu vois, en fait, dans le regard, ça se sent. Et ce que j'ai surtout ressenti, c'est le truc de « T'as moins le droit à l'erreur ». C'est-à-dire que le moindre écart que je vais faire va être beaucoup moins bien perçu que si c'était quelqu'un d'autre.
Si j'arrive en retard de 15 minutes, ça va directement me renvoyer à mes origines. Si je m'énerve sur le tournage parce que quelqu'un fait un truc, on va dire, ouais, voilà, ce mec qui s'énerve, etc. Et en même temps, je dois aussi faire une vidéo 2 fois meilleure que si c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Et je me rappelle que j'avais été mis en compétition. Là, j'avais fait un tournage pour une entreprise. Je dirais pas le truc, sinon je vais avoir des problèmes. Tranquille, hein. Mais je me rappelle qu'il m'avait dit, bon, on a un vidéaste dans notre entreprise qui a aussi filmé l'événement. Lui, il va rendre ça demain à midi. Et tout le monde attend ta vidéo. Et c'était en mode, ta vidéo, faut qu'elle soit mieux que la personne qui est dans l'entreprise qui n'est pas vidéaste. Parce que si elle n'est pas mieux, Ouais, c'est qu'il y a un problème. voilà. Bon, après, j'ai... Oui, tu vas Tu l'as filmé. Découpé, ouais. Je l'ai fumé. Mais ouais, moi, c'est surtout ça que je ressens, ce truc-là, en fait. En fait, moi, je suis un menteur, j'ai des sentis en fait. Parce qu'une fois, j'ai une anecdote, c'était que je devais pitcher une fois sur Paris, notre projet, devant des investisseurs. Donc le matin, c'était en mode entraînement à pitcher, etc. Et l'après-midi, on devait passer devant des vrais investisseurs, tu vois. Donc au début, moi, j'arrive comme ça, j'y vais, je vois il y a que des personnes âgées, je me suis dit peut-être c'était pas encore l'heure, tout ça. Après, je commence à voir que autour de la table, je suis le seul jeune et je suis le seul Renoir, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Mon corps, il commence à battre, tout ça, tu vois. Donc, il y a entraînement au pitch, parce qu'en fait, je sais que en tant que seul Renoir, je sais que les yeux, ils allaient être rivés sur moi. Est-ce que ce négro va faire de la D? Est-ce qu'il va être chaud, tu vois? C'était vraiment ça. Et du coup, au moment où je passe, je me dis, vas-y, en vrai de vrai, il faut que je sois naturel. Je vais pas me changer pour quelqu'un d'autre. Je vais garder ma façon de parler, etc. Juste, je vais être dynamique. Mais tu vois, je vais rester pro. Je vais pas faire le mec street, tu vois. Donc, j'y vais. Je passe en dernier en plus. Je passe en dernier. Je commence à pitcher, je mets de l'énergie et vu que c'est du basket, ça se voit que c'est de la passion, donc ça se voit que j'étais vraiment engagé dans le truc et que j'y ai vraiment mis du cœur. Et au final, lors des résultats par rapport à ce pitch, j'étais le seul à avoir eu un investisseur intéressé. Et en fait, la particularité qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, bah toi en fait, t'étais très dynamique, ça se voit en fait que le basket, tu le vis, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'ils ont kiffé. Après, je me suis dit, en fait, ça veut rien dire à la couleur ou je sais pas quoi. Le plus important, c'est ta passion, comment tu véhicules ton projet. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Donc, faut pas se mettre de barrière de ouais, je suis noir, ouais, je suis chinois, ouais, je suis je sais pas quoi. En fait, faut juste y mettre du cœur et ça va marcher, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Après, il reste quand même une réalité, hein. Il y a des personnes qui réussissent plus que d'autres parce qu'ils ont certaines origines, parce qu'ils ont certaines choses qu'ils ont Ah dans ouais, le sac, bah ouais, c'est vrai, que normal. n'ont pas d'autres personnes. Après, c'est le contexte aussi. Après, c'est contexte, Contexte social. mais aussi ça aussi à prendre en compte, c'est que pourquoi on pense que les gens, pourquoi les gens de banlieue, on va dire, entre guillemets, ne réussissent moins que les gens qui sont sur Paris, ce genre de choses, c'est qu'en banlieue, on n'a pas de réseau, en fait. Ah, de fou. Ouais, grave. C'est-à-dire que nous, en fait, on vient avec notre bite et notre couteau, on va sur Paris parce qu'on sait que c'est là-bas que se fait le business. Ouais. Et en fait, on va réseauter, on va faire des coworking, on va rencontrer des gens, certes, c'est intéressant. Par contre, on n'a personne pour nous introduire. Et en fait, c'est comme tout, tu vois. Nous, demain, quand on va s'installer, on va faire du business en milieu rural, parce que c'est là où on va s'implanter avec notre solution. Parce qu'on sait qu'il y a une problématique là-bas, on va pas directement aller dans le village et dire bah écoutez, on a un service de livraison par drone qui va venir s'implanter. Ouais, normal. Les gens ils vont croire qu'on va détruire leur commune en fait. Nous on passe par des prescripteurs, on passe par le pharmacien parce qu'on collabore avec de eux, fou. on passe par la mairie fou, ouais. parce qu'on travaille avec eux et en fait c'est eux qui vont introduire notre message et notre service. Et en fait c'est ça, il faut qu'on donne les armes aux gens en fait, tout Exactement. simplement. Et en fait nous en banlieue on démarre pas avec les mêmes armes que les personnes qui sont sur Paris. Parce qu'on n'a pas le réseau. Pour rejoindre ce que tu dis, Gaëtan, je pense que c'est même la légitimité et la crédibilité. Le crédit qu'on te donne, vraiment, tu vois, le mot crédit, tu vois. Parce qu'effectivement, et pour reprendre ce que tu disais, Dorian, sur la vidéo, tu vois, je pense que le crédit qu'on te donne dès que tu es un start-upper, un start-upper de banlieue, ou un entrepreneur de banlieue, ou un start-upper de Paris, un entrepreneur de Paris, on va pas se mentir, je pense que tu arrives avec un crédit négatif, en réalité. Tu vois, t'es un peu en négatif, et effectivement, il faut prouver pour que tu arrives à zéro, et puis ensuite que tu sois meilleur que les autres. Mais c'est vrai que le crédit, tu vois, il prend un peu plus de temps, et comme il a dit en plus Gaëtan, t'as pas forcément de réseau dès que tu arrives, et on sait à quel point le réseau, il peut vite te faire lancer un business. Tu peux valider un business juste en ayant du réseau autour, en sachant un peu ce que les gens ils aiment, et hop, ça se lance. Donc tu vois, c'est vrai qu'en banlieue, il y a une réalité, les gens ont un peu moins d'argent, et en plus, il n'y a pas de réseau. Donc forcément, ça peut être un peu plus compliqué. Tu vois. Mais après, vas-y Nico. Bon, je vais être très rapide, mais comme tu l'as dit, quand tu lances une activité, le réseau c'est ultra important et ça te permet d'accélérer. Ouais. Et je pense que, exactement comme a dit Gaëtan, quand on vient de banlieue, on a moins de réseau. Et du coup, on est plus confronté au fait de devoir prouver notre qualité. Et pourquoi je pense aussi qu'il y a moins de gens de banlieue qui arrivent, c'est parce que devoir prouver systématiquement
la qualité, c'est usant au début. Et donc le début, il est difficile, et ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui vont arriver à passer au-dessus de ça. Mais comme on dit, attention, l'entrepreneuriat, tu vois, et je pense encore plus pour quelqu'un de banlieue, c'est un marathon, tu vois. C'est un marathon et c'est pas un sprint, pas du tout, en réalité. Et tu vois, malheureusement, c'est un peu paradoxal avec ce qu'on disait, tu vois, tout à l'heure, fait que la startup, il faut qu'elle elle augmente très rapidement. Mais tu vois, au final, les plus belles histoires se construisent sur le temps, tu vois. Et c'est vrai que c'est comme dit mon grand-père, tu vois, Rome se construit pas en un jour. Tu vois, c'est une réalité, tu vois. Et les startups, c'est pareil. Dès que tu vois Google, dès que tu vois Tesla, dès que tu vois SpaceX, dès que tu vois plein d'entreprises, elles ont mis souvent 10 ans au final à être dans le garage. Puis c'est ensuite, aux 10 ans, genre qu'elles commencent à prendre. Et ensuite, 15-20 ans pour qu'elles soient juste rentables à minima, tu vois. Juste à l'équilibre, au seuil de l'équilibre. Tu prends Amazon, elle n'est même pas encore rentable. Tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça aussi la différence entre un entrepreneur, entre guillemets, un start-upper. S'il y a deux cultures qui vont être très différentes par rapport à ce qu'il disait Fahim, c'est que l'entrepreneuriat, vite, effectivement, je le vois sur le business coaching, comme il a dit Fahim, tu veux faire du cash, concrètement, pour avoir une stabilité à minima. Et l'entrepreneur, au final, c'est une pure culture d'endettement. Tu vois, culture d'endettement, t'arrives, tu lèves des fonds. Alors oui, t'arrives, tu vois, nous avec Gaëtan, on était sur les bancs de l'école, tu vas lever 5 chiffres, etc. Mais la réalité, c'est qu'au final, ces 5 chiffres-là, dans ton bilan comptable, c'est du négatif. Tu vois. Donc, tu vois, c'est con. Alors oui, tu donnes des parts à des associés, à des investisseurs qui vont rentrer au capital. Ça va valoriser forcément ton entreprise. Mais par contre, indirectement, tu es déjà endetté. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Par exemple, les montées de chiffre d'affaires ou les baisses de chiffre d'affaires, quand je discute avec ma comptable, moi, j'étais choqué. Elle me dit, bah, c'est normal. C'est quoi au lieu. Enfin, elle n'est pas choquée par ça. Elle est en mode, bah, écoute, si tu savais le nombre d'entreprises qui ont ce genre de truc, mais moi, je suis dans une culture un peu business en ligne. Tous les jours, tu dois faire plus de bif que la veille. Sauf que là, c'est pas comme ça. Parfois, tu dois repousser tes cotisations sociales pour pouvoir faire ça. Parfois, tu dois repousser les paiements, les trucs. Mais moi, j'avais pas cette culture-là de base, en fait. Mais après, le business model, il est différent. Start-upper, entrepreneur, comme tu as dit, Amazon, ils sont pas encore rentables parce qu'ils fonctionnent avec le financement, en fait. Ils investissent, ils ouvrent des nouvelles technologies, les mettent en place, ils mettent de nouveaux services, mais à zéro rentabilité encore derrière. Par contre, ils s'endettent. C'est comme tout, hein. Tu regardes les personnes qui sont plus riches au monde, ils fonctionnent avec de l'endettement. C'est totalement autre univers. Pour revenir à ce que tu disais, Alexandre, pour moi, en fait, la start-up, vu qu'on a fait, en fait, on a à peu près tous fait les deux, donc start-up plus entrepreneur individuel, le monde de la start-up, moi, je le voyais vraiment comme, tu vois, comme un mode survie, genre comme un mode zombie dans Call of Duty. Tu dois survivre le plus longtemps, réussir à faire croître ton entreprise avant que tu sois dans la dé parce que tu n'as plus d'argent. Tu vois. Je te pose la question, Fame. Quand tu as commencé, je crois que tu n'avais même pas encore à la vingtaine, est-ce que tu pensais vraiment, tu te lançais dans un mode zombie ou tu pensais que c'était l'Eldorado là? Moi, je pensais que j'allais vivre, je pensais que j'allais être libre. Tout ça. Mais en fait, c'est grave un mode survie parce qu'en fait, on prend pas en compte le fait que c'est sur le temps qu'il faut faire croître son entreprise et sur le temps, bah, t'as pas forcément d'argent, tu vois. Tu dois recruter des alternants, tu dois appeler, je sais pas, le photographe pour qu'il fasse des photos de ton produit, tu dois appeler la comptable, tu payes etc. 200 €. Tu payes en visibilité. De fou. Et en fait, tous ces trucs que tu dois payer, en fait, c'est un risque. Ça se trouve que tu fais tout ça pour rien, tu le sais même pas. Alors qu'en tant qu'entrepreneur individuel, en vrai, tu sais que tous tes investissements, tous tes trucs, tu vois, c'est calculé. Tu sais que c'est seulement pour but de faire croître ton chiffre d'affaires. Alors que, pour moi, la startup, c'est un mode zombie parce que... Ça se sent, Fahim, il a mis plus de temps pour arriver à Dubaï que prévu. C'est pour ça, après, c'est pour ça que je suis plus en start-up. Je préfère la tranquillité, t'as capté. Après, Fahim, je suis d'accord avec toi, mais start-up, avec Alexandre, ça fait quand même près de ça fait 100 ans. Ça fait 8 ans, ça fait maintenant quasiment presque 10 ans. J'avoue, de ouf. Et on a eu des succès, on a eu des échecs aussi. Autant l'un que l'autre, pour être transparent. Mais Fahim, en vrai, c'est un plaisir. Genre quand je me rappelle de certains moments que j'ai pu faire, des voyages qu'on a pu faire, des gens qu'on a pu envoyer à l'étranger, en Chine, à Dubaï, tout ce que tu veux. J'avoue, l'aventure elle est lourde. J'avoue, l'aventure elle est lourde. On a rencontré des gens, Fahim, j'aurais jamais pensé pouvoir les voir. J'avoue, c'est vrai, l'aventure elle est lourde. Incroyable. Mais par contre, quand tu... Le bif. Quand t'as une start-up, tu travailles beaucoup sur ta start-up, tu rentres à la maison, il y a ta mère qui te dit mais pourquoi start-up, tu ramènes rien à la maison. C'est là que tu commences à te mettre en question, tu te dis bon, j'avoue, il faut que je fasse de l'argent, je commence à prendre de l'âge, tu vois. Et après, c'est pour ça que le but, en tout cas pour ma part, c'était vraiment d'avoir un équilibre sur les deux, tu vois, de monter
dans mon activité startup et dans mon activité d'entrepreneur au même niveau à peu près, tu vois. Parce que si tu mets trop d'énergie dans l'autre, ça se trouve, certes, il y a l'aventure, mais tu vas pas manger, tu vois, à la fin du mois. En fait, j'ai capté, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut avoir une réalité sur la vie d'entrepreneur et au sens large. Mais là, on va faire un focus sur start-upper. On prend des risques. Et ça, faut effectivement se rendre compte. Effectivement, ça prend du temps. Ouais, grave. En fait, c'est de l'investissement, ça prend du temps. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de risque là, non, vous n'avez pas entrepris encore. Genre, non, mais il y a une réalité. Il y a le plus de risques. 90% des startups, elles se crachent la gueule au bout de 5 ans. Pour les entrepreneurs, tu vois, c'est 50% au bout de 5 ans. Donc tu vois, déjà, tu as 2 fois plus de risques presque de te cracher en tant que start-upper qu'entrepreneur. Ouais. Déjà, tu vois. Et la réalité, c'est que dès que tu redescends en start-up, ça fait mal. Ça fait mal, tu vois. Parce que, comme il disait Gaëtan, je pense que tu as posé la bonne question sur l'Eldorado ou sur le monde zombie, tu vois. Parce qu'on a tous entrepris dans les startups parce que tu dis Eldorado. Moi, je veux être Steve Jobs, je veux être Elon Musk, tu vois. Moi, je veux pas de patron. Moi, je veux pas de patron, tu vois. En fait, tu commences comme ça, tu vois. T'es un atome, tu vois, un peu différent des autres, on va dire. Et c'est ça, t'es un électron libre en réalité, tu vois. Et c'est ça le truc, tu commences par là. Et je pense qu'en plus, nous, tu vois, en banlieue, t'as encore plus ce truc-là de vouloir, tu vois, te prouver à toi-même aussi que t'es dans la capacité de le faire. Mais du coup, j'ai une question à vous poser. J'ai vu l'interview d'un start-upper, je sais plus, c'est plus un start-upper maintenant, vu que sa boîte, elle a grandi énormément, je sais plus c'est quoi son nom. J'essaie de retrouver, comme ça, au pire, on le mettra en montage. Ouais, vas-y. Je me rappelle qu'il avait dit une phrase qui est, on lui a demandé si vous deviez recommencer tout depuis le début, mais en connaissance de cause de tout ce qui va se passer. Est-ce que vous le ferez ou pas? Et il a dit non. Ah ouais? Ouais, il a dit non. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Ok. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te dis pas que tu vas rentrer dans 5 ans ou 8 ans de charbon intense, avec des endettements, avec des... Comme il a dit, ta mère qui te dit ça, ou ta meuf qui te dit ça. Tu penses pas à ça. C'est réel. Et donc, ça me fait une question, c'est... Ça fait combien de temps que chacun entreprend? Est-ce que vous pouvez dire rapidement Bah, j'ai commencé à 19 ans. Ouais, à quel âge 27. Ça fait 10 ans? Non, Bah, 8. non, c'est 8. 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Ouais. 8 ans. C'est 8 ans. Moi, pareil, c'était à peu près en même temps, c'est 8 ans aussi. 8 ans. Ouais, 8 ans aussi, hein. 21, 29. Moi que 4 ans, 4 en ans. réalité. Donc, je vous repose la question, si depuis... Je connais quand même votre réponse, mais depuis le début, si là, vous devez recommencer à zéro, au même âge, mais vous savez tout ce qui va se passer, est-ce que vous le ferez ou pas? Moi, personnellement, je l'aurais refait direct parce que... De la même manière? Non, Ah, quoi une fois, si je connais le truc, je l'aurais Bon, d'abord, la première question, alors. Ouais. Ouais. Tu l'aurais refait? Ouais, moi, je l'aurais refait direct parce que ça m'a appris trop de choses, tu vois. Même s'il y a eu des hauts et des bas, mais les bas, ils m'ont appris plein de choses, tu vois. Ouais. Non, pareil, j'avais refait, je pense, exactement la même chose. Par contre, je pense qu'on serait lancé dans le business en ligne un peu avant, histoire de faire du bif. Ne pas aller voir des investisseurs qui cassent la tête, tu vois. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on aurait fait un peu de business en ligne, on aurait ramassé un peu d'oseille. Pas de ouf, tu vois, mais assez pour aller chercher tout. Le business en ligne, c'est incroyable, dans le sens que tu peux faire des trucs, tu peux mettre 200, 300 euros sur la table Ouais, voilà, c'est ça. et avoir 3000 euros qui viennent. 3000 euros quand t'es entrepreneur, tous les mois, c'est pas rien. Surtout en Parce qu'en 2018, fait, on est... 2019, c'était vraiment le moment. Exactement, parce qu'on est aussi beaucoup dans une culture sur les réseaux de 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, etc. Mais quand tu vois les entrepreneurs dans la vraie vie, les mecs, tu fais rentrer 3000 euros par mois, tous les mois, avec un truc qui ne demande pas trop de temps et pas d'investissement, t'es refait dans tes projets. Ouais, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai vu une Instagrammeuse parler de ça. Elle disait quoi? Elle disait qu'en gros, quasi 50% des entrepreneurs, chaque mois, ils n'arrivent pas à aligner 650 euros. Ah ouais? Ouais, C'est grave. 650 euros. C'est-à-dire que le récurrent, C'est pas le tu vois, montant le du MRR, C'est le montant du RSA, ça. ouais, exactement. Ouais, mais dès que tu y penses, tu vois, dès que tu y penses, on n'est pas loin. Mais dès que tu y penses, le MRR, donc le mensuel récurrent de revenu, c'est à peu près 650 euros. 50% font moins de 650 euros. Moi, ça m'étonne pas. Et c'est pas étonnant en Moi, soi. ça m'étonne pas. Tu vois. Et pour dire ce que tu dis de rien, c'est 3000 euros par mois pour l'entrepreneur qui a 0 chiffre d'affaires. C'est stylé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille gratuitement, entre guillemets, tu vois. De fou, ouais. Genre, Mais après, Gaëtan, s'investit, on est à des la fin, on n'a menteurs. rien. T'as dit quoi? Après, on est des menteurs. Parce que Dodo, c'est bien buté au business en ligne. En vrai, il y a ça. Il dit dropshipping, on a tout essayé, mais finalement. C'est vrai qu'on a testé NFT, on a testé la crypto-monnaie, on a testé le e-commerce. Pour le coup, on n'a pas réussi à aller au bout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on manque de fonds.
Tu fais ton site, ok, on te dit d'accord, c'est gratuit, parce qu'à l'ancienne, bah, Shopify, c'était 30 € c'était gratuit pendant 30 jours, tu vois. Donc, ouais, tu fais ta plateforme, tu la mets en ligne, mais ok, derrière, il faut communiquer, donc prendre un influenceur, derrière, il faut peut-être acheter un nom de domaine, demain, il faut que tu fasses ta com, donc que tu mettes de l'argent ou pas réellement, tu mets ton temps, et ça se valorise. Ouais, de fou. Et du coup, en fait, comme on a fait notre truc, c'était au début, on a commencé par les sites, je crois, le dropshipping. On a commencé par le dropshipping, on a fait le site, on a pris des heures, je crois qu'on a pris 1 ou 2 semaines à faire le site, etc. Au moment où il fallait payer l'influenceur, tu mets ta carte ou je mets ma carte? Ça bégaye, ça On a bégaye. bégayé. Ça bégaye. Parce qu'encore une fois, je répète, je pense que vraiment, toutes les personnes qui entreprennent, tout le monde disent, oh ouais, putain, là, j'ai une idée de ouf. Et ceux qui ont le courage de commencer, elles vont pas forcément, elles ont pas la visibilité sur tout ce qu'il faut faire. Genre, c'est impossible. Parce que t'as trop de pépins, t'as trop d'embûches. Et la réalité, c'est que ceux qui tiennent, c'est ceux qui sont motivés, en fait, ceux qui ont une vraie raison de se lancer, tu vois. Soit lié à la vie personnelle, parce qu'effectivement, il faut sortir la maman de la maison, il faut lui acheter un palace, ou il faut mettre sa femme correctement dans les bonnes conditions qu'elle souhaiterait avoir, ou soit c'est la vision. Les enfants, Et encore, les enfants. tu vois, l'entrepreneuriat, moi je considère ça comme du luxe, tu vois. Parce qu'il y a un Oui. moment donné où tu fais pas de bif, tu vois. Tu sais qu'il y a un moment donné où tu feras pas de bif et que ça te prend, même si c'est 1 ou 2 mois, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à être rentable, à la limite, si tu fais bien les choses. Mais tu vois, tu proposes à quelqu'un qui va être en école de commerce, genre qui sort de banlieue, sa maman elle va lui dire toute sa vie, écoute, déjà fais 3000 balles, 2000 balles, déjà c'est pas mal, tu vois. Et au final, dès que tu vas dans l'entrepreneuriat, forcément, tu sais que tu vas pas faire du bif tout le temps, tu vois. On a pris les startups, tu fais pas de bif tout le temps, tu fais pas tout de suite. La plupart, en plus de l'oseille qui va descendre, il est pour les investissements, tu vois. Donc il y a beaucoup d'argent au final qui ne va pas vers toi, où tu vas pas te faire un salaire concrètement. Dès que tu vas entreprendre, comme tu as dit Gaëtan, business en ligne, dans tous les cas, il faut mettre un peu d'argent, donc attention un peu moins quand même, tu vois, mais il faut mettre un peu d'argent. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné avoir coffré. Donc coffrer, c'est-à-dire qu'il faut aller taffer dans un taf plus classique. Ouais. Donc soit, tu vois, nous on a fait l'hôpital, on a fait Naturalia, tu vois, on a fait de l'alternance. Et à un moment donné, on travaillait 7 jours sur 7. Ouais, de ouf. On travaillait 7 jours sur 7 concrètement. Parce qu'il fallait mettre de l'argent de côté. On travaillait en alternance et on travaillait ensuite à Naturalia pour J'avoue, mettre de vous l'argent de êtes- côté. Vous étiez déter. On était vraiment déter, tu vois. C'est une Donc dinguerie. il y a un moment donné, tu es obligé d'un moment de coffrer pour pouvoir faire. De fou. Mais ça fait pas trop mal au cœur quand tu coffres à fond, au final tu dois mettre 4000 sur un avocat. Alors, attends, Femme, il y a une différence entre Ah, full t'as seum. des galères et il faut que tu injectes ton oseille que tu as économisé et le fait de dire ok, l'argent que j'ai économisé c'est pour faire avancer mon business. Parce que je peux te dire que quand tu économises et que ton argent tu le débosses à bon escient dans ton entreprise, ça fait quand même plaisir, tu vois. Mais Parce quand qu'à tu la payes fin, un t'as avocat, résultat. ça fait mal Ouais, au bon là c'est encore un autre délire. C'est encore un autre sujet, Ça, là, c'est encore déjà. un autre sujet ça. Même après, c'est un avocat, ça peut être même pour pas de problème, ça peut être pour, je sais pas, les bails de statut, les je sais Ouais, pas quoi. mais tu vois, ça c'est un truc, tu vois, les entrepreneurs Ouais, sont sûr. souvent mal accompagnés. Tu vas faire tes papiers, on va dire, ton immatriculation sur, je vais pas citer, on les connaît tous, et puis tu arrives, c'est cool, tu as tes statuts, mais dès que tu as un problème entre associés, comment tu fais? Et tu jamais été faire de pacte d'actionnaires, jamais fait de pacte d'associés, comment tu fais? Alors que c'est le plus important concrètement. Tu vois, les pactes d'actionnaires, au final, prévaluent sur tes statuts. Donc, tu vois, c'est ça la question. Et ça, c'est souvent comme ça que ça arrive les problèmes. Après- parce que t'as pas d'argent. Mais parce que t'as pas d'argent. à ce Après, je moment-là. vais te dire, ok, je suis d'accord avec toi, mais après, ça dépend encore une fois le statut. Ok, je fais une SASU, SAS, je fais SARX, etc. Mais il y a personne qui t'accompagne pour ça. Ouais, mais là, c'est À part Google et ChatGPT maintenant, Ouais, tu vois. ChatGPT. Mais dans toutes les startups, tu vas faire une SAS parce qu'il faut faire rentrer du capital. Donc, la plupart sont à SAS, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, déjà, t'as galéré déjà pour payer l'immatriculation. Tu vois, mettre un capital de côté à minima pour être crédible. Et ensuite, c'est vrai qu'au final, si tu dépenses dans un pack d'actionnaires, qui est souvent autour des 2500-3000 balles minimum, ça te fait mal, tu vois. Donc tu vas pas le faire tout de suite. Et au final, c'est à ce moment où tu vas faire rentrer les investisseurs, où tu vas faire rentrer les actionnaires. Et on va pas se mentir, en start-up ou que ce soit en entreprise, dès que tu commences à être plusieurs, c'est souvent l'humain qui pose problème. De fou. C'est pas le reste, tu vois, c'est l'humain en réalité. Parce que la première valeur ajoutée d'une start-up ou d'une entreprise, c'est l'humain. Je vais te dire, t'es des artisans en réalité. T'es des artisans dans une boîte, et c'est vrai que manager l'humain, c'est souvent très compliqué, parce que on a tous, à un moment donné, et on a tous des histoires à raconter sur ça, genre on a tous vécu notre expérience. Et au départ, quand tu commences, on était en mode Eldorado, on se dit pas que ça va être l'humain le problème, pas du tout, tu vois. Et en vrai de vrai, c'est ça. On pourra y revenir peut-être à la fin de l'épisode sur quelques petites questions sur ça. Si vous devez donner un conseil sur une personne, parce qu'il y a sûrement des personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'un point de vue général,
Est-ce qu'elles vont faire une start-up? Est-ce qu'elles vont faire un business en ligne? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, etc. Quelles sont les questions? Est-ce qu'il y a une typologie d'entrepreneur qu'il faut être pour faire ce type de business ou pas? Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là? Vas-y, tu es allé. Alors moi, un conseil que je dirais pour les entrepreneurs ou start-upers, c'est commencer avec une forme d'expertise dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. C'est-à-dire que si demain vous voulez créer une application, il faut savoir développer un minimum. Si demain vous voulez ouvrir un restaurant, il faut savoir cuisiner un minimum. Parce que si vous n'avez pas ces bases-là, il va falloir déléguer. Et après, si vous n'avez pas votre oseille, si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine, le mec peut vous douiller. Déjà d'une, il peut vous prendre votre activité, il peut avoir trop de problématiques en fait qui peut arriver. Et à partir du moment où tu es en start-up, tu n'as pas forcément de sous, le mec, il faudra qu'il rentre en tant qu'associé. D'accord? Et là, c'est sur du long terme. Et donc après, lui, il peut dire, ok, le projet, il est intéressant, je m'investis à telle hauteur pour tel nombre de parts, ça va 1 mois, ça va 2 mois, ça va 3 mois. 3 mois, il va se dire, bon, peut-être qu'il me faut des sous, en fait. Peut-être qu'on va renégocier. Et en fait, là, l'humain, il va prédominer, en fait. Donc, moi, le seul conseil que je pourrais dire, commencez avec des compétences qui sont au minimum solides dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Je pense que c'est primordial. Comment on fait pour avoir des compétences solides si on ne sait pas lancer? Ah, mon gars, tu codes de ton côté. Moi, je connais plein de personnes, avant de commencer leur activité, ils apprennent, ils font des formations, ils demandent des conseils à d'autres personnes. Et la réalité, maintenant, c'est que tu as YouTube, tu as Google, tu as GPT, tu vas apprendre tout seul, en fait. De fou. Si vraiment tu es déter, tu vas apprendre tout seul. Certes, je pense que c'est clé d'avoir un mentor. Bon, après, on va pas forcément s'étaler dessus. Mais aussi, si demain, tu veux vraiment te perfectionner et tu veux vraiment être compétent dans ce que tu fais, faut te faire accompagner. Genre, c'est essentiel. Parce qu'actuellement, demain, je te dis, écoute, vas-y, va me créer une IA d'Orient, où tu me poses la question. Je vais dire, vas-y, je vais me renseigner sur Internet, je vais regarder certaines démarches. Tu vas lister peut-être potentiellement certaines personnes que tu penses susceptibles de pouvoir t'apprendre. Tu vas regarder un peu ce qu'ils font. Mais tu vois, il y aura peut-être des contradictions entre ces 3 personnes-là. Donc, au final, tu choisis qui? Je pense qu'il faut être capable de connaître ses limites aussi. C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement Internet comme source d'information. C'est génial. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, le premier, dans mes expériences dans l'audiovisuel, j'ai appris énormément sur les logiciels de montage, tout le pack Adobe, les logiciels de graphisme, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi se rendre compte et se dire, je vais pas y arriver tout seul. Il faut que je me fasse accompagner. Je suis d'accord. Et ça, je pense que c'est ultra important quand tu entreprends d'être conscient de ça. Ouais, je suis d'accord aussi. T'as raison. Ça complète. Ça complète des compétences solides. Et au bout d'un moment, dès que tu penses que tu as atteint effectivement ce plafond de verre, comme on dit, tu prennes contact avec des personnes qui peuvent vraiment t'aider parce qu'ils ont l'expertise. Eux, ils ont déjà accompli ce que toi, tu sais te faire, en fait. Tout simplement. De fou. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord, formez-vous. Ouais, grave. Je fais des formations. Mais on s'est formé, nous, Fahim? On s'est formé. Non, en plus, j'allais dire juste là, c'est que pour moi, le plus important, c'est, certes, se faire former, etc., mais il ne faut pas négliger la pratique. Parce que, par exemple, tu vois, dans l'école où je donne des cours, en fait, à chaque fois, on me demande, mais comment tu as appris? Moi, j'ai fait un master marketing digital, j'ai rien fait de vidéo, tu vois. Et la vidéo, je l'ai appris en faisant beaucoup de tournages, que ce soit avec Dorian ou avec d'autres personnes, vraiment tourner, et après monter. Et c'est comme ça, en tout cas en vidéo, que moi, j'ai appris à développer mes skills. Après, comme tu le disais, il y a YouTube, il y a plein de trucs, etc., pour se performer, mais c'est super important de aussi se faire accompagner parce que moi je posais beaucoup de questions à des gens du domaine. C'est comme par exemple là en ce moment je suis en train d'apprendre l'arabe. L'arabe, je vais pas juste apprendre sur Google, tu vois. J'ai un prof qui me, tu vois, on fait des visios, il m'apprend, etc. Et en fait c'est comme ça qu'on apprend. Pour moi ça va ensemble les deux. Mais pratique plus accompagnement. Tu vois, sur ce que tu disais, je pense qu'indirectement tu t'es formé. Quand tu as appris la vidéo, tu es arrivé sur le tournage, tu as côtoyé des gens qui avaient une expertise dans des domaines différents, en tout cas soit sur la caméra, soit sur la lumière, soit sur le son, ou même des gens qui avaient ces trois domaines de connaissances, et tu as appris en leur posant des questions. Donc se former, ça passe aussi par le réseau. Ça passe par l'échange avec... Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est, en fait, quand je parle de former, c'est en gros, certes, t'as les compétences et autres, mais c'est aussi l'expérience, en fait, sur tout ça. Parce que voilà, on fait pareil. Quand moi aussi, je donne des cours à mes étudiants, tu vois, par exemple, le truc de management, moi, je leur donne des cas pratiques, tu vois. Écoutez, là, vous avez un use case, vous avez une entreprise, et là, vous avez un conflit en interne, il y en a un, il envoie des mails en retard à l'autre. Comment on fait en sorte de régler la situation? Parce qu'il y en a un qui est frustré, et l'autre, qui pense que c'est normal, tu vois. Là, c'est du management, mais c'est de l'humain. Donc moi, je leur pose des cas concrets. Je leur dis pas, écoutez, là, on va voir le management avec centralisation, décentralisation. Certes, je leur apprends un peu de théorie, tu vois. Mais le plus important, en vrai, t'apprends comment? C'est avec des cas pratiques. Moi, je prends mon exemple dans l'audiovisuel. J'ai eu une formation de chef opérateur et directeur de la photo. On a fait des TP, on a fait des ateliers où on plaçait des lumières, etc. J'ai adoré cette formation, mais j'ai jamais autant appris que sur un tournage. En bossant avec des vrais chefs, enfin des
des chefs opérateurs expérimentés où j'observais, je posais pas forcément des questions, certains tournages je pouvais pas me permettre, mais il y avait l'observation et quand je pouvais poser des questions, je posais et c'est comme ça que je me suis formé en fait à ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, je pense que tous les entrepreneurs, ils observent beaucoup et à un moment donné, ils passent à l'action, tu vois. Et je pense que tu vois, c'est hyper important au final d'apprendre en faisant sur le terrain. Ouais, de fou. Parce que si tu fais pas sur le terrain, en réalité, entre la pratique, c'est comme tous les cours. Hein. C'est les cours qu'on a tous eus, c'est collège, lycée, tout ce que tu veux. En réalité, c'est souvent la théorie et la pratique. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours un petit décalage. Et c'est vrai, il y a Petit, je sais pas. ouais, souvent un gros décalage. Petit, je sais pas. Et ça, je pense que c'est important, tu vois, c'est la pratique, tu vois. Pratiquer pour effectivement faire en sorte que tu deviennes pertinent et que toi aussi, tu trouves tes propres skills, tu vois. Parce qu'au final, tu vas des fois avoir des skills qui vont être propres à toi parce que toi, tu vas pratiquer peut-être la même chose, tu vois, mais tu as ton identité aussi, avant tout. Donc forcément, ton identité, elle va prévaloir aussi, tu vois, sur ce que toi, tu vas faire à ce moment-là. Ça, tu vois, je pense que c'est une question vraiment de mindset. Ouais. Et je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure, Dorian. Moi, par exemple, je regrette pas du tout mon parcours depuis que je suis sorti du lycée, enfin même avant. Je me suis réorienté 3 fois, je crois, avant d'enfin trouver le domaine dans lequel je m'épanouissais. Et encore, là, j'ai attaqué l'entrepreneuriat, même après avoir trouvé ce domaine de l'audiovisuel qui me plaît. Mais en fait, pourquoi je referais tout de la même manière? Parce qu'en fait, j'ai appris énormément de tous les parcours que j'ai faits, tous les différents. Alors, j'ai donné des cours de maths, je fais une école de commerce, j'ai fait du marketing, et à chaque fois, j'ai bossé dans des grosses boîtes IBM. Toutes mes expériences, j'en ai toujours retiré quelque chose qui me sert aujourd'hui. Même si c'est quelque chose d'infime, des fois de léger, j'en retire toujours quelque chose. Tu vois, on parlait l'autre jour des intérêts composés. Bah, dans l'expérience, je trouve que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au final, tu apprends de ta première expérience, de ta deuxième, de ta troisième, et c'est la totalité de tes expériences, les sommes de tes expériences qui fait ce que tu es aujourd'hui. Et t'apprends autant des succès que des échecs. Ah, mais voire même pense, peut-être plus des échecs avec des fois. je peux t'assurer que Ouais, ça même prend plus des échecs. que des succès, ouais. Parce qu'en réalité, tes échecs, forcément, ça te marque. Exact. En réalité, c'est souvent sur des cas très critiques. Moi, je vois avec Gaëtan, c'est des cas très critiques. Et c'est ce qui fait aussi que tu es dans l'obligation d'un moment donné, tu vois, être un peu 360 dès que tu es entrepreneur aussi. À minima, comprendre les choses. Tu vois, nous, tout ce qui était, on va dire, avec Gaëtan, avocat, tu vois, tout ce qui était juridique, etc. C'était pas notre tasse de thé. Parce que de base, on est dans la partie scientifique, tu vois, en réalité. C'est pas forcément la tasse de thé. Tu vois, et c'est vrai qu'on a dû apprendre concrètement. Mais pour ça, on en revient à la même chose, c'est d'être bien entouré. Parce qu'il faut prendre aussi, il faut être avec la personne qui prend son temps aussi de t'expliquer. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Tu vas avoir des experts comptables, ils vont pas prendre leur temps. Tu vas avoir des avocats, ils vont pas prendre leur temps. Parce que pour eux, c'est normal. Alors qu'au final, leur objectif, tu vois, c'est de faire monter aussi indirectement, monter en compétence le founders. C'est même des obligations. Tu prends les experts comptables, des lettres de mission dans les experts comptables, tu es obligé d'informer, tu vois, les founders, justement, de ce que tu vas faire et des risques encourus. Tu vois. Donc au final, indirectement, si tu es bien entouré, tu peux vite monter en compétence. Ils font pas tout ça. Mais ils font pas tout ça. Alors que c'est une obligation. Ils font pas tout ça, je te le dis. Ouais. Avis aux experts. Ah, t'inquiète, on l'avait aussi. Et du coup, pour revenir à ta question, quel conseil on donnerait à un entrepreneur qui veut se lancer? Moi, certes, il y a tout le côté pratique, trouver une compétence, etc. Moi, je dirais que c'est vraiment prendre conscience de l'importance de se créer un réseau dès le début. Parce que moi, au tout début, tu vois, je me disais, vas-y, je m'en fous du réseau, je suis chaud, je vais apprendre et je vais faire mes trucs comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon aventure qu'en fait, le réseau, c'est un boost. En fait, tu peux passer d'une étape à l'autre, d'un stade à l'autre, juste grâce à ton réseau. Par exemple, il y a beaucoup de gens, parce qu'Audi, je ne l'ai pas dit au début, mais en fait, j'organise aussi des événements basket. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais comment vous avez fait pour travailler avec Adidas, etc., etc. Et en fait, c'est juste parce que grâce au réseau, c'est-à-dire que faut pas se dire, ouais, juste faut avoir du réseau, mais il faut aller chercher ce réseau, faut se le créer. Faut pas se dire, ouais, moi, je viens de banlieue, je viens de je sais pas quoi, je peux pas avoir de réseau. Nous, comme on a pas pu parler avec une personne de Adidas, c'est juste, on était à un match de basket, on a fait les forceurs, on l'a vu, on a couru, on a attendu, on a vu, elle était occupée, on a attendu 1 heure pour pouvoir lui parler, tu vois, vraiment, on a charbonné pour essayer de se créer du réseau un peu partout, tu vois, et le réseau, ça se crée avec le temps, à force d'être, pour ma part en tout cas, être à des événements, parler avec des gens, etc., faire ami-ami. Moi, je viens du 7-7, tu vois, de base, je connaissais personne sur Paris, mais au fur et à mesure, tu vois, je commence à créer mon réseau dans le milieu parisien, donc il faut vraiment
prendre conscience de l'importance d'aller chercher les réseaux et pas de juste dormir et d'attendre que le réseau vienne à soi. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Juste, je dirais 2 trucs, 2 conseils aussi que je pourrais donner. Le premier conseil, c'est un truc que je fais souvent, c'est que tu prends quelqu'un que tu aimes bien, que tu admires, que ce soit un entrepreneur ou peu importe, quelqu'un qui fait des choses, tu regardes ses interviews ou ses interventions dans des podcasts, mais d'il y a quelques années, au tout début, quand parfois ça marchait pas encore, quand c'était un petit peu compliqué, mais quand il y avait un petit truc un peu intéressant. Et moi, j'aime beaucoup écouter ça, parce que ça me fait toujours penser que, ok, même cette personne, elle a été dans un commencement, dans un début de quelque chose. Et ça permet de mettre tout le monde d'éviter de mettre les gens sur un piédestal. Et là, je vais venir au deuxième truc qui concerne aussi un peu le réseau. C'est que j'ai fait une licence de cinéma et audiovisuel. Et j'ai fait que la première année, là, au début de la deuxième année, j'ai arrêté. Et en fait, dans cette licence, tout le monde arrêtait pas de dire ouais, venez, on va à telle soirée, il y aura tel scénariste ou tel truc, on pourra avoir des contacts. Et moi, je trouvais ça débile. Pourquoi je trouvais ça débile? Je trouvais ça débile. Après, moi j'en ai déjà fait des soirées comme ça, c'est pas toujours là où tu fais le plus de bons contacts. Mais c'est ça en fait. Moi, pourquoi je trouvais ça débile? Je trouvais ça débile parce que je me disais, essaye toi-même d'être à contact. Moi, c'est ça ma vision. C'est-à-dire que moi-même, dans le téléphone des gens, j'ai envie qu'on dise, ah purée, j'ai ce mec-là qui sait faire ça. Okay, et ça veut pas dire être un mec de ouf, mais par exemple, même des personnalités connues ou qui font beaucoup de choses peuvent se dire, ah, ce petit mec-là, il gère bien la caméra, on pourrait l'appeler pour filmer le backstage. C'est bête, hein, mais ça m'est arrivé de filmer des backstage d'acteurs ou des trucs comme ça, en étant un petit mec, mais j'étais en contact dans leur téléphone à eux. Donc ça, c'est un peu la mentalité inversée. C'est au lieu de toujours dire, ouais, ce réseau-là, voir les gens au-dessus de soi, se dire que tout le monde est au même niveau. Moi, je travaille sur mes compétences tous les jours, et le but, c'est que je sois intéressant quand je rencontre ces personnes-là. Que je leur dise, voilà, moi, je fais ça. Moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de t'aider. C'est pour ça que, parfois, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en disant, ouais, est-ce que je peux t'accompagner sur un tournage? C'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est, je sais faire ça. Par exemple, je sais super bien filmer. Je veux t'accompagner pour faire le backstage. Je vais te prendre pas cher, t'inquiète pas. Je vais pouvoir t'aider une fois sur place. Ça, c'est la mentalité pour se faire un réseau. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? C'est un débat qu'on a déjà eu en plus. Je pense que quand t'entreprends, faut pas hésiter à parler. Moi, je vais prendre une anecdote. C'est qu'il y a encore très peu de temps, les premiers clients que j'ai eus moi, en vidéaste, c'était beaucoup par du réseau. Il y a encore très peu de temps, j'étais sur un tournage et je parlais avec un photographe qui était présent d'une de mes compétences qui est l'étalonnage. Et je parle de ça avec le photographe et en fait derrière il y avait la cliente qui était présente qui m'a entendu et sur le moment elle m'en a pas parlé et en fait 2-3 jours après elle m'a recontacté pour faire de l'étalonnage. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler, à partager, et c'est comme ça aussi que tu crées du... parce que ça peut venir de nulle part en vrai. Ouais. Tu peux avoir un gros client qui vient de nulle part, juste à force de... comme on en parlait l'autre fois, juste le fait par exemple de mettre des stories sur les réseaux sociaux, de faire le forceur de cette manière-là, en fait tu restes dans la tête des gens. Et même ça, mettre des stories sur Instagram, etc., ça continue à créer ton réseau, tu vois, parce que les gens ils voient, ils se disent, ah lui il fait de la vidéo, ah vas-y, je sais que je peux le contacter. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de build-in public, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu voyais pas. Tu vois, avec Gaëtan, on le faisait, tu vois, il y a de ça quelques années. Tu peux expliquer un petit peu en une phrase, c'est quoi le public? Concrètement, c'est construire, j'ai envie de dire, en public. Construire en fait ta startup ou ton entreprise en public et montrer vraiment ce que ça donne, tu vois. Et jusqu'à la réussite, pour le coup, ou les échecs. Et encore les échecs, je vais revenir un peu dessus, mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas encore vraiment, tu vois, d'entrepreneurs qui montrent réellement ses échecs. Tu vois, en France, on a un peu un tabou avec ça, tu vois, sur les échecs, parce que je pense qu'on est matrixé comme ça depuis l'école, en réalité. Tu redoubles, donc exactement, tu vas redoubler, donc au final, t'es un mauvais élève. Tu vois, et en réalité, je pense que tu vois, on a tendance à oublier que, au final, le succès, comme le nom l'indique, c'est la succession, en réalité, d'échecs qui va te donner, effectivement, tu vois, le goal. La vraie réussite. T'as ton reel, ça. Ouais, La tête, j'allais dire ça. exactement. Mais tu vois, on a tendance à oublier ça. Et au final, t'es obligé à un moment donné de te casser la gueule, tu vois, pour réussir et pour savoir ce qu'est la réussite. Tu sais, pour moi, la réussite, tu sais, et l'échec, c'est sine qua non. C'est comme le bien et le mal. Tu vois, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Tu vois, il n'y a pas de yin sans yang, en réalité. Et ben, l'échec et la réussite, c'est exactement la même chose. Tu peux pas, entre guillemets, dire que tu as réussi si tu n'as pas eu d'échec avant. Parce que tu connais pas réellement la saveur de la réussite.
Tu vois, et je pense qu'on a tous, à minima, des échecs, tu vois, qui sont propres à chacun, soit des échecs d'entreprise, des échecs personnels, et ça qui est important, tu vois. Et je pense que, tu vois, donc pour revenir à ce que tu disais, ta question, Dorian, moi je dirais échouer, c'est important, même si c'est des petits échecs, et des petits échecs peuvent être des réussites. Tu vois, Usain Bolt, il fait 9 secondes, si demain il fait 10 secondes, ça va le déranger, mais ça n'empêche pas qu'il sera premier quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, c'est subjectif, Ouais, l'échec. il y a des, À chacun. il y a des réussites nuancées aussi. Ouais. Des réussites, par exemple, tu peux réussir ton business ou tu fais un gros chiffre d'affaires ou un projet que tu arrives à maturité. Mais pendant le process, il y a des relations qui se sont un peu effritées. T'as ta santé peut-être qui a un petit peu été touchée. Donc c'est des réussites, c'est une réussite, mais nuancée en fait. Exactement. Et inversement, parfois tu as un échec, mince, la boîte on l'a coulée, mais purée, tout ce qu'on a appris, ça fait 2 mois plus tard, on lance un truc, et ce truc il explose. Exact. Moi, je pense que Ouais. c'est une question de mindset. Hein. Ouais. C'est une question de comment tu prends les choses, comment tu les interprètes. Parce qu'il y a toujours ce côté, ah bah là, j'ai perdu mon associé ou là, on a perdu un gros client. Après, c'est à toi de relativiser en fait. C'est une question de, ok, est-ce que là, tu vois du positif ou tu vas voir que du négatif? Est-ce que ce que tu as vécu, ça te fait avancer ou ça te fait reculer? Comment tu vas réussir à capitaliser dessus en fait? C'est ça au final. Exactement. Mais je pense que c'est ce que tout entrepreneur, là vraiment au sens large, que ce soit entrepreneur ou start-upper, il faut que tu aies cette capacité à dire ok, là il s'est passé une galère, mais vas-y, je vais quand même réussir à positiver et je vais retirer quelque chose de ça en fait. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, vraiment tu vas te casser la gueule au bout d'un moment. Et tu vois, Casser la gueule. tous les échecs, tu sais, ils ont. Tu sais, je pense tendance, tu sais, on a souvent tendance, dès que tu as un échec ou une problématique, à l'instant T, de dire putain, mais combien de temps ça va être pour, tu vois, être passé, tu vois. Vraiment concrètement, tu vois, putain, là, c'est lourd, tu vois, mentalement. Ok, Tu vois. bah, j'ai une question à vous poser sur ça, les gars. Ok, Dorian. Ok. C'est tout simple. Uh-huh. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée depuis le début de votre aventure entrepreneuriale? Et honnêtement, je veux pas un truc lycée. Je veux du vrai. Je veux du... Ouais, je fallait prévenir à l'avance. Ah, Le plus gros échec, t'as dit? échec ou difficulté ou truc comme ça. Moi, je dirais après, là, c'est personnel. Et bah, après, bah, du coup, peut-être que ça a changé de la version d'Alexandre. Mais je pense que c'est d'un point de vue accompagnement. On s'est fait accompagner par un organisme. Et au tout début, bah, on pensait que ça se passait bien parce qu'on était dans de bonnes conditions. Il y avait des bonnes réflexions. Il y avait aussi des bons titres, aussi des bonnes personnes qui s'accompagnaient. Là, je parle de personnes qui font plusieurs millions, tu vois. Genre, mais concrètement, milliard. même plusieurs milliards, c'est Ouais. une réalité, tu vois. Et finalement, tu penses que tu vas faire du business avec eux parce qu'eux, ils ont un palmarès. Ils ont vraiment réussi. Et au final, tu te rends compte que quand tu parles avec eux, au bout d'un certain temps, en fait, ils parlent, mais en fait, ils agissent pas, tu vois. Et tu te dis, en fait, ah, mais vas-y, tranquille, lui, il s'appelle un tel. Je vois sur les réseaux sociaux, enfin, je te parle de réseaux sociaux, je te parle carrément de journaux, tu vois. Genre, le mec, il a plusieurs entreprises, plusieurs millions, il a une renommée internationale, et ça va se passer comme sur des roulettes, tu vois. Vas-y, je vais gober tout ce qu'il me dit, tu vois. Ouais. Et finalement, tu te rends compte que le mec, il fait de la merde. Le mec, il t'accompagne pas. Le mec, il veut clairement te la mettre. Genre, vraiment, tu vois. Et t'es là, tu parles avec lui, tu te rends compte au fur et à mesure, tu vois, en fait, le rêve, il devient un cauchemar. Bah ouais. Et frère, ça peut durer des années, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut durer des années jusqu'au moment où tu dis, vas-y, là, je vais me bouger le cul, je dois mettre les points sur les i, et vas-y, on va trouver une solution pour sortir de ce merdier, tu vois. Exactement. Mais, Non, mais totalement d'accord. Hein, pour prendre Parce qu'en fait, ce si je comprends bien, c'est lors de votre aventure, de votre boîte à vous deux. Ouais, exactement, ouais, exactement. C'est dans notre boîte à nous deux, tu vois. C'est vrai qu'on a eu de la chance. En fait, on a eu de la chance, tu vois, d'avoir une belle start-up qui a vite récolté des prix. Donc, qui dit récolter des prix, dit forcément. T'attires les vautours. Exactement. T'attires en réalité tout et n'importe quoi. Toi, tu vas faire effectivement confiance à un palmarès. C'est une réalité. Parce que tu te dis palmarès est égal forcément réussite. Forcément, c'est la première chose que tu te dis. Tu as une vingtaine d'années, donc tu te dis écoute, bénéf. Bénéf, en réalité, ces gens-là, j'ai envie de te dire, ils prennent de leur temps, tu vois, pour le coup. Et ça, le pire, c'est qu'au final, ils prennent de leur temps, mais au final, la valeur ajoutée, elle est pas de ouf. Quoi. Elle est pas de fou, tu vois, parce que comme on a dit tout à l'heure, on parlait de terrain. Dès que tu dois aller sur le terrain, c'est toi qui vas sur le terrain, tu vois. Et il y a une vraie, tu vois, il y a une vraie complexité au final de se faire accompagner par des gens qui pèsent des milliards, tu vois, Gaëtan, pas trop le dire, mais c'est des milliards, tu vois, plusieurs milliards, qui gèrent plusieurs milliards, et malheureusement qui t'apportent rien réellement, tu vois. Donc ça, c'est je te dirais, c'est le plus gros échec, mais c'est le plus gros apprentissage. Ouais, voilà, c'est pour ça, le en coup, fait. En tout cas, Ouais. en réalité, ils nous ont donné, j'ai envie de te dire, un mindset
Je pense qu'on avait déjà, tu vois, un gros mindset, tu vois, genre un mindset pas forcément à la française, ou tu vois, mais un état d'esprit, parce que je pense que tous les entrepreneurs ont un état d'esprit assez différent, tu vois, de la norme, en réalité. Et là, je pense que, tu vois, indirectement, en faisant ça, c'est un boost fois 1000. C'est-à-dire que tu te dis, si tu passes cette étape-là, tu sais que tu es solide. Tu sais que jamais plus on ne bougera. Jamais plus. Et c'est une réalité, hein. C'est jamais plus. Tu vois, parce que tu sors de ça. Donc c'est un peu le côté humain aussi. Ouais, c'est le côté humain. On revient sur le côté Je humain. trouve qu'au début de l'aventure entrepreneuriale, il y a ce côté très romantique. Ouais. Tu vois, c'est de Côté la romance. Eldorado, hein, Ouais, ce côté très Tu rencontres romancé. quelqu'un, Exactement. tu te dis, ah purée, cette personne Ouais. va faire du business jusqu'à la mort et tout ça. Exactement. Non mais vraiment. Non, mais bien Et sûr. après, bien sûr. ça passe, des trucs, ça s'effrite, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là? Exactement. Parce que- Exactement. Ah, mais tu sais, et puis même, tu sais, t'as ce fantasme, tu sais, un peu des films qui disent, putain, on va niquer Ouais. le game tous ensemble. Ouais, Tu vois, la tête de on va niquer le La game tête tous de ensemble ouf. concrètement, tu vois. Et au final, tu vois que, bah, en fait, c'est pas forcément l'état d'esprit de tout le monde. Voilà, exactement. C'est l'état d'esprit, c'est écoute, c'est pas on va niquer le game tous ensemble, c'est qu'à un moment donné, moi, je vais peut-être prendre un peu plus que ce que je devrais. Et C'est toi, l'ego. ouais, c'est l'ego. Mais t'as tout dit. Ouais. C'est question d'ego. C'est question d'ego. C'est vraiment question de ça. C'est qu'à un moment donné, malheureusement, l'ego prend le dessus. Et c'est ce qui fait que le groupe, tu vois, au final, est niqué, concrètement. Et ce qui fait que tu craches aussi, tu vois. C'est une réalité, tu vois. L'ego, malheureusement, c'est un mauvais sujet, tu vois. Mais après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi au fur et à mesure, quand tu fais plusieurs projets, le côté positif, c'est que ça te permet de te détacher émotionnellement aussi. Parce que quand tu n'as qu'un seul projet, C'est vrai. c'est ton bébé, c'est vrai. tout ce que tu fais. C'est vrai. Le moindre truc, tu dors mal la nuit. T'as tout dit, t'as tout Tu dit. vois. Alors que là, tu as plusieurs projets. Bon, par exemple, là, on fait ce podcast-là, c'est cool. On a plein de projets ensemble. On a d'autres projets à côté. Ouais. Donc, du coup, sur des projets, je vais l'idée. Sur d'autres projets, je vais suivre. Et ça me va très bien. Non mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois. Tu vois, je sais qu'avec Gaëtan, tu vois, bah, la première startup qu'on a montée, tu vois, c'est notre bébé, tu vois. Tu la montes de A à Z, les sacrifices, c'est toi qui les fais. Les premiers prêts que tu vas aller chercher alors que t'es encore en école, genre c'est toi qui les fais. Ah ouais, tu vois, genre... Et que t'as déjà un Ouais, prêt pour bonne l'école. Ouais, t'as un prêt pour l'école, puis t'as encore un autre prêt pour ton projet, tu vois. Mais la banque, elle le sait pas, tu vois. Genre, et c'est une réalité, c'est que les premiers sacrifices, c'est toi qui les fais. Et le problème, c'est que, ouais, on en arrive à ça, tu vois. On arrive à, malheureusement, à faire plein de sacrifices, à avoir un bébé qui est vraiment... Et c'est à partir du moment où tu te détaches et tu te dis, bon, tu sais quoi, en réalité, c'est que du business. Tu vois, c'est que du business. Et c'est vrai que, tu vois, en startup, c'est vrai que tu as ce côté, comme on disait tout à l'heure, très de ces confondeurs, tu montes ta boîte parce que tu as une vision, tu as une mission. Ouais. Et souvent, la mission et la vision que tu as, elle part d'un constat. Donc, elle part souvent en réalité de ta problématique perso ou ta problématique de ton entourage. Donc, forcément, qui dit problématique dit émotion. Parce que c'est même ce qu'on te demande dans le storytelling, c'est de créer de l'émotion. Et tu commences par ça, tu vois. Donc en réalité, on te demande d'avoir de l'émotion, alors qu'au final, le business, c'est pas émotionnel. Il n'y a rien de plus pragmatique que le business. C'est plus la leçon peut-être la Ouais. plus compliquée que j'ai eu à comprendre pour moi, et je suis encore dans un apprentissage. Je sais pas, Nico, ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un bon parallèle entre les startups et faire un film. Dans le côté émotionnel, souvent Ouais, quand tu fais un ouais. film, dans ce côté émotionnel, dans ce côté levée de fonds, d'aller chercher des financements, dans ce côté on se paye pas au début, etc. Je trouve qu'il y a un gros parallèle entre Ouais, ça. ouais. Le same shit. Hein. Enfin, de ce que tu me dis, je sais pas si tu parlais de personnes qui produisent des films ou de start-upers, mais effectivement, au tout début, c'est exactement ça. Hein. Non, c'est pareil. Bah, autant à la production qu'à la réalisation, comme disait Alexandre, quand tu fais un film, c'est ton bébé. Tu passes tellement de temps, et t'es pas rémunéré au début, quand tu fais des films indépendants, tu passes tellement de temps à l'écriture, si jamais t'es scénariste, à toute la pré-production, tu passes énormément de temps sur tous ces aspects, et donc quand tu vas avoir quelqu'un en face qui va te froisser, tu vas rentrer dans une niaque, mais terrible. Ouais, le parallèle. Ouais, le parallèle, tu vois. Comme quoi, tu vois, c'est là où on voit que, tu vois, l'entrepreneuriat et les startups, tu peux quand même passer, tu vois, des choses. On a tendance souvent à opposer les deux, en réalité. Mais il y a quand même pas mal de choses quand même qui se ressemblent. Et il y en a beaucoup qui font les deux. hein. Ouais, il y en a beaucoup qui font les deux en Ouais, plus maintenant, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. C'est une réalité, tu vois, tu Ouais. vas avoir de plus en C'est plus de profils démocratisé, ouais. hybrides, tu Ouais, vois. de fou. Hybrides qui vont Ouais. faire du salariat / entrepreneur, ça c'est pareil, tu vois. Qui vont faire de la startup / entrepreneuriat aussi, tu vois. Donc au final, tu as beaucoup de profils hybrides. Et c'est vrai que non, je suis d'accord avec toi. Il y a un proverbe, tu vois, asiatique qui dit à terre 7 fois, se relever 8. Et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. Je pense que si c'est la question, c'est que question de point de vue. C'est est-ce que tu es à terre 7 fois et tu te relèves pas, ou est-ce que effectivement dès que tu passes
ce type, en tout cas, d'expérience, est-ce que tu te relèves une fois? Est-ce que tu sais c'est la fois de trop ou la fois d'après où tu te relèves réellement? Tu vois? Et si c'est la fois d'après où tu te relèves réellement, je pense que par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te bouger après. Ouais. Surtout à nos âges, tu vois, il y a une réalité, tu vois. Oh, non. On est encore jeune, tu vois, entre Souvent, guillemets. je me dis ça, je me dis, mais purée, si on continue avec Ouais. cette même déterre, arrivé à Ouais. 40 ans, tu deviens Bien sûr. peu importe ton domaine, mais tu Bien sûr. deviens un monstre en fait. Bien sûr, tu te vraiment. Parce que souvent, ce qu'on oublie aussi, c'est que les réussites en termes d'âge, souvent c'est 40 ans. Ouais, Enfin, je parle d'un point de vue classique. C'est- Il y a ce côté du quarantenaire qui a mené sa bouteille pendant Bien 20 sûr. ans et qui arrive là à Exactement. faire du cash rapidement, etc. Bah, comme certains collaborateurs à nous. Bien sûr, exactement. Ça m'amène à une question, je pense, qui peut être intéressante à répondre. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Dorian. On a tous donc, moins de 30 ans. Ouais. Est-ce que vous avez ce complexe du retardataire? Est-ce que vous avez l'impression d'être en retard? En retard? En Ouais. retard. Sur certains points. Sur certains de ma vie, points. ouais. Sur les Quand je me accomplissements, compare aux autres, ouais. en Alors- tout cas en termes de Moi, ça de dépend. vie professionnelle, je parle. De vie professionnelle? Non, moi Entrepreneuriale. pour rien te cacher, dans la vie professionnelle, non, je ne dirais pas. Au contraire, je trouve qu'on est en avance. Ouais, de Tu ouf. vois, parce que quelqu'un qui va acquérir autant d'expérience que des profils comme nous, et sans parler de nous, tu vois, c'est rare en réalité, ça reste marginal. Tu vois, c'est une réalité. Hein. Mais tu sais que moi, Ça en reste fait, marginal. parce qu'en fait, on en a parlé dernièrement, moi, je me trouve en retard. Je vais te dire pourquoi. Dans le sens que j'ai arrêté la fac à 18 ans, donc depuis l'âge de 18 ans, je charbonne, j'ai bientôt 27 ans. Mais le truc, c'est que moi, je me compare pas à 90% des gens. Mhm. Moi, je me compare à 10%, je me compare au 1%. Ok. J'ai des modèles dans ma tête Ok. de mecs qui, à mon âge, avaient déjà 2-3 longs métrages, D'accord. une entreprise qui fait plusieurs millions, etc. Ok. Donc, moi, j'ai l'impression d'être constamment en retard. Ouais. Même si ce que tu viens de dire, je l'entends. Ouais. Et pour moi, et au fond, je sais que je suis pas en retard. Ouais. Mais j'aime bien me dire que je suis en retard. Ouais, Parce que voilà, fait c'est que ça. Après, le matin, c'est- je me lève avec cette mentalité Ouais. de me dire, purée, je suis en retard, j'ai Il pas faut ça, faire. j'ai pas ça. Après, Il faut que je me il y a bouge deux les choses. faut choses. faire attention. Faut Ouais, faire attention de parce que ouf, je pense que tu vois, je pense qu'il faut l'entre-deux. Et je suis d'accord avec toi sur ça. Parce que si t'as pas l'entre-deux, il y a un moment donné où tu vas avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome-là, tu vois, concrètement, bah attends, est-ce que je vais facturer 300? Est-ce que je vais facturer 500? Est-ce que je vais facturer 1000? Est-ce que je vais facturer 700? Parce qu'au final, t'es pas légitime et t'es pas crédible. Donc au final, en tout cas personnellement, tu vois, me dire que je suis en retard, genre, ça me ferait en sorte de peut-être me sentir moins crédible. Par contre, me dire qu'il y a effectivement encore un gap à passer pour les gens qui me font vibrer moi personnellement, tu vois, je me dis, ouais, par contre, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en fait, ça Ouais, mais dépend, moi, c'est ça plutôt dépend de la l'inverse, en façon de fait. voir les Ouais. choses. Ouais, parce que quand je me dis que je suis en retard, au contraire, je me dis, purée, là, je Ouais, devrais voilà. faire ce truc de Voilà, fou. c'est ça, en Ouais, fait. c'est- Donc, ouais. entre guillemets, Ouais. ma place, elle est là-bas, mais je le fais pas. Ouais, Faut que je me bouge les fesses. Ouais. Donc, tu Je vois, pense qu'il faut, Mais je pense- excuse-moi, je pense qu'il faut que tu fasses la comparaison, enfin, il faut que tu fasses attention entre deux choses. La première, entre quand tu es sur ton propre business, tu te rends compte que tu prends du temps et tu dis putain, là je suis en retard. Comparé au marché, comparé à moi, ce que je pensais prendre en termes de temps, tu pensais prendre peut-être 1 mois, 2 mois, finalement ça te prend 6 mois, voire un peu plus. Tu dis, ah putain, là je suis en retard, tu vois. Bon, quand tu sors un peu de ta bulle, tu sors un peu de ce secteur, tu vas réseauter, tu vas à des événements, et tu parles avec des gens qui font d'autres trucs, ou qui font la même cœur d'activité que toi, tu dis, bah en fait, peut-être je charbonne bien en fait, tu vois. Ouais, c'est Peut-être ça. je Ouais, fais mais bien, moi, ça, tu j'aime vois. pas. ouais. Pourquoi Alors attends, juste, mais après, Mais je comprends. Ouais, mais juste pour t'expliquer, pour moi, me faire la comparaison avec moi-même, là, bah, comme je disais, je suis intervenant en marketing et communication dans une école de commerce, je donne des cours à des élèves, par du temps, ils ont mon âge, tu vois. Genre, j'ai 27 ans, ils ont entre, Ouais, je allez, fais pareil. entre je donne des 22, formations à des mecs qui ont parfois. des fois, ils ont une doublé ton femme, âge, deux tu vois. enfants, une maison, C'est ça. 45 ans, et moi, je suis un petit jeune. tu Donc vois. en vrai, t'es là, tu leur donnes le cours, etc. Tu sais, tu rentres dans la salle, déjà, ils te regardent un peu bizarrement, parce qu'ils te disent, prof, il a l'air jeune un peu quand même, hein, tu vois. Donc vas-y, on va attendre, tu vois, on va le jauger, tu vois. Moi, c'est une réalité, mes premiers cours, les élèves, des fois, ils me posaient des questions un peu pour me piéger. Mais moi, vu que je connais mon domaine, il n'y a aucun problème, et on échange, tu vois. Et ah, ok, d'accord, le mec en face de moi, il a peut-être mon âge, mais il est sérieux, tu vois. Il a l'expérience dans son domaine, il a une vraie expertise, il apporte de la valeur. Ok. Et il faut pas oublier, cette jeunesse, des fois, ça peut être une force. Ouais. Moi, je sais, des fois, quand je parle avec les élèves, je sais qu'on a un peu d'écart d'âge, tu vois. Donc, je peux me permettre, des fois, de parler de certaines choses, parce qu'on a cette proximité, tu vois. Et ça crée un lien, et ça, en vrai, c'est une force, tu vois. D'avoir cette proximité avec les personnes à qui t'enseignent quelque chose. Parce que demain, il y a un mec, il fait partie de ta formation, il pense que tu as une valeur ajoutée plus que les autres. Vous discutez, vous échangez, et vous vous rendez compte qu'il y a un gap entre vous deux en termes de personnalité, ou en tout cas en termes d'humain. Je peux t'assurer que le mec va se dire, bon, ok, vas-y, il a peut-être des connaissances, mais peut-être que je vais avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que forcément,
Tu sais, on dit souvent un truc, t'achètes chez les gens que tu apprécies. Ouais. Genre, c'est une réalité, tu vois. Moi, demain, je toque à ta porte, je te dis, écoute, j'ai un aspirateur, achète-le moi. Tu vas pas me l'acheter, tu vois. Quand si je toque, je te dis, ah bonjour, vous allez bien? Ah, vous habitez dans un quartier, un beau quartier, etc. Je viens des fois, je promène mon chien, etc. Peut-être vous m'avez vu avec mon fils. Ouais, c'est lui le petit là qu'on a vu. Ouais, bah avec mon fils aussi, des fois, il joue dans un cours de récré. Tout ce côté humain, tu vois. Et là, le mec, il a beaucoup plus de chances de t'acheter un produit que de ne pas le faire, au final. Donc je pense que c'est important de se rappeler un peu. Ça me fait penser à une anecdote. Je me suis retrouvé avec un abonnement HelloFresh parce qu'il y avait une étudiante qui avait sonné chez moi. Il a Et, trouvé fraîche. non, et en fait, elle m'a raconté justement toute sa vie, tout son Ouais. parcours et tout. Et presque, ça m'a fait pitié. Et je me Ah, suis du coup, dit, je vais lui faire avoir une signature. C'est une technique de vente. Hein. Hein C'est une technique de vente, ça. Ouais. Ça se voyait qu'elle était étudiante, mais bon, elle avait quand même la bonne technique de Ah, vente. la question, c'est est-ce que du coup, c'est fait avoir par le marketing? Ouais, là, ou par la nana. Ouais, ou pas. c'est ça. tu vois. Ouais, Bah, pour Mais revenir au franchement, truc- j'ai testé, c'était pas mal. Pour revenir au truc avec Gaëtan, en fait, je suis grave d'accord avec ce que tu dis parce que le fait de se dire ouais, je suis en retard, en fait, ça peut être aussi une force parce que comme tu as dit avec les élèves, en fait, ça nous permet d'avoir une certaine particularité, une certaine authenticité, tu vois. Ouais. Et du coup, ils se reconnaissent en nous, ils se disent ah, lui, il a pu faire ça, bah vas-y, moi aussi, je peux. Et c'est pour ça qu'en fait, les élèves aussi, de voir des jeunes comme nous qui sont, tu vois, aussi naturels, etc., de voir qu'ils ont pris ils ont pris l'initiative d'entreprendre, etc. Ils sont inspirés et ils ont envie de faire pareil, tu vois. Donc moi aussi, pareil, je trouve que c'est une force. Et même auprès des plus âgés, en vrai de vrai, parce que moi, le premier cours que j'avais donné, je crois que c'était il y a 2 ans et quelques. Et par contre, c'était pas par rapport pour des jeunes, mais c'était dans un centre de formation où au contraire, il y avait que des personnes de 35 à 45 ans. Genre. Et je devais leur apprendre comment gérer les réseaux sociaux, etc. Et pareil, en fait, quand ils m'ont vu, ils se sont dit, ouais, c'est qui ce petit jeune, etc. etc. Ouais. Mais au final, en fait, si toi, tu as confiance en toi, tu as confiance en ton karaté, tu sais que tu as tu peux leur apprendre des choses, bah, franchement, ça s'est super bien passé. hein. Après, tu parles de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Ouais. généralement porté par les jeunes. Ouais, Généralement, j'avoue, c'est limite, vrai. mais demain, par exemple, moi, je me sors tard dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la production de longs métrages, je me sors tard. Mais c'est un domaine où les 2 millions ou 3 millions, c'est un petit budget. Donc tu donnes pas ça à n'importe quel mec qui débarque, qui dit ouais, je peux faire des films. Et moi je me trouve en retard dans ce domaine-là. Je me dis purée, là à mon âge, je devrais déjà faire ça. Donc je sais pas si on parle de la même chose. Bah, regarde, Après, si je ça, fais c'est un comparer, raison. parce que Ouais, c'est pas le même Parce retard. qu'après, pour moi, quand je parle de retard, c'est aussi beaucoup lié à soi, À soi, ouais. beaucoup lié à son ambition. Ouais. mais regarde, je vais te beaucoup faire la comme ça. comparaison avec, j'aurais plus c'est quoi son nom, il est archi connu, le mec qui a créé KFC. Le Ouais. général, j'aurais plus c'est quoi. Colonel, non, Ouais, le colonel au Oui, c'est même pas général. Kentucky. Colonel Sanders. Ouais, bah, si, je crois que c'est quelque chose comme C'est ça. Colonel Sanders. Sanders, voilà. Ouais, Sanders, Lui, voilà. il a commencé, il avait quel âge? Je crois qu'il avait la soixantaine, tu vois, quand Ouais, il a c'est créé KFC. Oui, non, mais en fait, moi, faut pas que j'écoute ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, Tu vas te dormir, sinon. voilà, exactement. Non, mais après, de rien, encore une fois, C'est- moi je comprends le mindset en mode comment dirais-je, tu te flagelles entre guillemets tout seul en disant putain, je suis en retard, vas-y, faut que je me bouge les fesses. Ouais. Mais je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, ça, tu vas burn out en fait. Mais je- Dire non, putain, Non, je suis en retard. parce qu'en fait, je pense ce que- mindset-là me fait pas me faire être dans une obsession 7 jours sur 7, c'est pas ça. Mais c'est vraiment ce truc de mon gars, fais les choses bien. Ouais, c'est pour au être bon déter, moment, je peux- parce que si tu le fais pas, tu perds trop de temps. Ouais, c'est pour à se déter. ne pas C'est Gaëtan, changer. c'est comme quand tous les ans on se dit, vas-y, cette année c'est mon année. J'ai capté. Mais Attends, en fait, c'est pour se déter. j'ai Et capté. après, au final, quand tu regardes ce qu'il y a eu avant, J'ai en vrai, capté. t'as vraiment. Mais il y a avancé, quand même tu une différence entre dire Fahim, tous les jours je suis en retard, et le fait de dire bon, ok, là, il faut que je me concentre pour atteindre mes objectifs. Ouais. Toi, tu parles duquel, toi? Parce qu'il y a une différence entre les deux quand même. Moi, je fonctionne comme Ok. moi, c'est comme plutôt, Dorian, ouais. mais je pense qu'Alexandre avait Ok. raison. C'est une question d'équilibre. Ah oui, c'est C'est-à-dire, l'équilibre. au quotidien, me dire que je suis en retard, moi, c'est ce qui me met le coup de pied Ça te au booste. cul et Ouais. qui me fait me bouger et m'avancer et me dire il faut que je fasse, il faut que je fasse. Enfin, tous les jours, les gars. vois. Ouais, moi, ça va me faire déprimer. De toute façon, Ouais, Ouais, déprimé, mais- frère. Moi, ça me fait déprimer, moi. Mais après, Ouais, mais parfois, quand les tu émotions- discutes avec les gens, quand tu fais ce que je disais, que tu discutes avec les gens, et on peut discuter avec des gens de tous âges aussi, hein, c'est discuter. Alors moi, de temps en temps, je donne encore des cours de maths. Quand je discute avec des jeunes, ou autant même quand je discute avec des personnes plus âgées, ou des personnes âgées même, des fois, quand tu leur racontes ce que tu fais, elles vont te faire te rendre compte que, bah, en fait, t'es pas en retard. Ouais, Oui, voilà, mais Et Ouais, je- ouais, t'as- donc t'as- c'est grave pour raison. ça que moi, je- 55 ans. Ouais, Ouais, c'est ça, pas, la c'est valeur, pas- c'est mais qu'ils c'est sont pas tous les équilibrés. jours à te dire, ouais, les frères, je suis en Ouais. retard. Est-ce qu'ils sont de point de Mais vue en fait, si j'ai besoin de ce truc un peu quotidiennement pour me foutre Ouais, le pour coup de te pied, booster, pour et puis de booster. temps en temps quelqu'un qui me dit non, t'es pas en retard. Mais tu c'est vois. question de point de vue. Tu vois, là, par exemple, tu vois, genre, c'est marrant parce que c'est question de point de vue. En fait, tu vois, dès qu'on a déposé les premiers statuts à l'INPI, j'étais avec mon père, tu vois.
Et la dame qui reçoit les documents, tu vois, elle était bientôt à la retraite, en gros. Elle avait passé peut-être 20 ans, tu vois, dedans. Et c'était quand on avait 20 ans, tu vois, 20 ans, 21 ans, 21 ans, tu vois, j'étais vraiment là-bas. Et elle me dit, mais vous faites quoi ici? Tu vois, et je dis, mais comment ça, je fais quoi ici? Tu vois, même mon père, tu vois, il me regarde, tu vois, je raconte quoi, tu vois. Il me dit, mais vous êtes jeune, tu vois. Tu vois, dans question de point de vue là, tu vois, elle dit, mais. Ouais, et tu vois, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, mais vous amusez pas dans la vie? Et je dis, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je dis, pourquoi voir tout noir ou tout blanc? On peut voir les choses grises, tu vois. Et tu vois, elle m'a dit ça. Et après, par contre, je pense que plus à un moment donné t'augmentes, effectivement, dans ton parcours entrepreneurial, tu vois, nous, on a des gens autour de nous qui font des millions, bah là, tu te dis, ok, là, il faut que j'accélère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu vois, en fait, il y a un entre-deux. Et je pense que même, tu vois, c'est très sujet, tu vois. On n'est pas encore, on pète pas encore, on n'est pas riche comme certains, tu vois. Mais tu sais, t'as ce truc-là où t'es entre, t'es bien par rapport à la moyenne, et t'es encore très très loin de tes objectifs que tu t'es fixés. Encore, ça dépend, mais ce que tu viens de dire, c'est super intéressant, et je rebondis sur ça. Ouais. Et ça qui est intéressant, c'est pour ça que je trouve ce podcast, il est intéressant, c'est que on a l'habitude d'écouter des podcasts. Je prends mon exemple à moi. J'ai l'habitude d'écouter des podcasts, soit de mecs qui font déjà plusieurs millions, Ouais. qui génèrent plusieurs millions, ou qui font dans mathématiques, qui font des longs métrages, etc. etc. Soit des pirates, des mecs qui disent qu'ils font des choses qu'ils ne font pas. Pourquoi tu regardes Fame? Ça, c'est autre chose. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est un peu cette saison, ce côté entre deux. Ouais. Ce côté, on est aux portes d'un truc, de plusieurs projets Ouais. qui peuvent exploser, on n'y est pas encore. Et j'aime bien ce côté un peu capsule temporelle de se dire que Ouais, ça, à C'est ce notre année moment-là, 2024. de ouf. D'être aux portes d'un regardé. truc, on se dit, ok, là on va peut-être gratter quelque chose, aller plus loin. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, ce côté retard, il m'aide. C'est pour vous dire à fond à quel point je suis un fou, c'est que quasiment toutes les semaines, je me mate. Allez, dis les termes maintenant. Finis ta phrase parce que ça m'était en béquille. En gros, quasiment toutes les semaines, je me mate une interview qui date des années, je crois, 70 ou début 80, de Steven Spielberg. Tout le monde connaît Steven Spielberg. Quand il avait peut-être entre 29 et 30 balais. Ok. Et il était en formation devant 20 étudiants. Et le mec, il avait déjà fait 4 ou 5 films, dont Indiana Jones ou je sais pas quoi. Super jeune à cette époque. Et il est là en train de donner des trucs. Et là, je me dis, tu vois ce négro? Bon, c'est pas un négro, mais tu vois, c'est ce que je veux faire. Tu vois, genre quand je vais arriver à un certain âge, à cet âge-là, donc d'ici quelques années, je suis en retard par rapport à lui. Bah, ok, bah. Je regarde limite l'autobiographie du truc, l'individu, je suis en retard. Mais je sais pertinemment que mon chemin il est différent que Merci, lui, ok. que j'ai pas les mêmes forces que lui, Exact. que lui et moi c'est totalement différent, une autre époque. Ah, merci. Voilà. Je sais, ça je le sais. Et je suis bien aussi avec ce que je fais. Mais ça m'aide à me challenger, Ouais. à me déterminer Ok, et très à me bien. dire vas-y écoute, un peu comme un sportif. Ouais. Un peu comme un sportif qui voit ses modèles en tant que sportif et qui se dit purée, à mon âge lui il faisait ça. Ouais. Il mettait ça comme but, il jouait contre telle équipe. Purée, j'ai envie de faire la même chose. Ouais, c'est un rappel au final. Après, T'es ton tu propre vois, modèle, Dorian, on est d'accord. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai conscience aussi de mes forces et de mes compétences. Et c'est pour ça que je me challenge. C'est un peu comme, par exemple, moi, j'ai des potes, je connais des personnes qui viennent me montrer leurs vidéos, qui me disent, voilà, qu'est-ce que t'en penses. Demain, si Nico ou Fahim me disent, Dorian, tu penses quoi de ma vidéo? C'est pas la même chose que si c'est un débutant qui vient. Ouais. Je serais beaucoup plus dur avec ces deux-là, parce que ces deux-là, ils font de la vidéo depuis. Ouais, logique. Donc là, c'est la même chose. Je suis beaucoup plus exigeant avec moi-même parce que je connais mes compétences, mes forces, et je sais que je peux faire mieux et que je peux aller plus loin. Et nous, en plus, on a pris cette habitude entre nous de parler français, de parler Ouais, cash. exactement, et de- ouais. Non, mais tu sais, je pense tous autour de la table, en réalité, on est tous des internels insatisfaits. Et je pense que pour être entrepreneur, il faut être un internel insatisfait, en réalité. Parce que si à un moment donné, tu te dis, tu te retournes et tu as fait plus que la moyenne, tu te dis, ouais, j'ai fait ça, Ouais, t'avances c'est jamais. c'est Ouais, bah ouais, c'est déjà mort. Ouais, C'est déjà mort, tu vois. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens, ouais, à ma retraite, on en reparlera. Et encore, tu vois. Encore, ouais. Dès qu'on sera, quoi, les la gens qui seront retraite autour de nos cercueils, ils en parleront peut-être. Et moi, j'en parlerai pas, tu vois. Et je pense que on est tous des internets insatisfaits, on a tous besoin d'évoluer très rapidement. Tu vois, c'est ça qui est important. Et au final, tu te challenges, forcément, tu vois. Ça, c'est normal. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que je pense que c'est la qualité, tu vois, primordiale d'un entrepreneur. C'est au final, le combat, il est avec toi-même. Tu vois, il n'est pas avec les autres ou autres. C'est toi-même, c'est comment toi tu vas avancer, tu vois. Je suis d'accord.
Non, je suis d'accord, j'ai pas grand chose à rajouter sur ces topics. Moi, en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait depuis le début, tu vois, quand tu parlais de chacun ses plus grands échecs, etc. Ouais, Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que pour nous tous, j'ai l'impression que cet échec, entre guillemets, parce que je dirais que c'est un échec en fait transformé un peu en apprentissage. Je dirais que c'est tous lié à l'humain, tu vois. Et en fait, on a Je dois des Pas sous toi là. Ah, toi, c'est là. Je dois beaucoup de sous là, gros. C'est pas évident. Ouais, mais on a tous eu des gros trucs liés Non, mais à ouais. l'humain. Et au final, en fait, moi, je me rends compte que en fait, c'est même pas des échecs, c'était juste des différences de vision, etc. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment à prendre en compte au début des projets de chacun, voir si les visions elles sont alignées, les valeurs, etc. C'est la personnalité, quoi qu'il arrive, ce sera impossible d'avoir des personnalités similaires, mais vraiment juste au niveau de la vision. Ça se trouve, il y a un des mecs, il veut vendre la boîte, ça se trouve, il y a un des mecs, il est comme ça, etc. Et en fait, pour moi, c'est sur ça qu'il faut être aligné. La personnalité, pas besoin. Et par rapport à tous nos échecs, moi j'ai l'impression que c'est sur ça en fait que ça a fait défaut. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, en fait, on s'en bat les couilles. Tu vois, on s'en bat les couilles du avoir la même vision. On est en mode j'ai la dalle, je veux de l'argent, je veux faire ce projet et fin. Il y a deux choses en fait de ce que tu dis, et je suis d'accord sur une partie, mais l'autre c'est il faut regarder aussi sur le long terme. Parce que la vision de tes associés, elle peut changer en fait. Ah, de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas De fou. Au tout début, tu peux être Ah, c'est grave vrai, de aligné fou. avec ton gars, tu dis ok, vas-y, moi je vais démarrer l'activité. Toi, tu vas aller où ? Bah, mon frère, moi je vais faire des sous. Tu veux faire des sous ? Ah, bah pareil. Vas-y, viens, on y va. En fait, tu vois, tu commences à développer ton projet. Peut-être qu'il y en a un, il sera plus dans l'émotion, il va se dire mais putain, en fait, là, peut-être j'ai sauvé des vies avec mon projet. Ah, Peut-être que de là, fou. je vais mettre bien nana avec mon projet. Et là, il sera peut-être. Exactement. Ça se fait, il parle de lui parce que lui, avant, il était juste un dalle de l'argent. Non, pas du tout. Alors, pour savoir un peu, pour savoir un peu comment on a commencé l'entrepreneuriat, Alexandre, il a eu une problématique qui était familiale, tu vois. Et donc, de base, il a voulu monter son projet. Et moi, je le rejoins assez rapidement, tu vois. Mais c'est vrai que moi, au tout début, je me dis, putain, là, c'est une opportunité en or. Parce que moi, de base, j'étais un peu médical. Parce que, en vrai, frère, j'ai commencé au lycée, j'ai fait un bac S. Bac S, parce que tu connais les darons, bah, si tu fais pas S scientifique, entre guillemets, comme eux, des grandes études, tu fais à nulle part, tu vois. Donc, tu as un peu ce côté obligation de faire des études qui sont importantes. Donc, vas-y, j'ai fait mon bac S. J'en ai chié pendant que d'autres s'amusaient bien. Vas-y, moi, j'ai fait mon bac S, tu vois. Une fois que je l'ai eu en poche, je me dis, bon, moi, j'aime bien les VT, j'aime bien la santé, vas-y, je continue dans ce domaine-là, tu vois. Donc, j'ai fait biomédical. Et là, j'ai rencontré Alexandre en biomédical. Ok. Mais lui, quand il a commencé à parler de son projet, au début, il voulait pas trop m'en parler, tu vois, parce qu'il disait, vas-y, je fais mon bac, etc. Là, tout le monde. Là, ça qui va aller. Cette année, c'est mon année. Genre, au début, il voulait pas trop m'en parler, on était surtout amis, tu vois, de base. Donc, on est amis. Il me parle de son projet, moi je trouve ça intéressant, et au fur et à mesure, tu me dis, vas-y Gaëtan, appelle-moi à certains rendez-vous, etc. Donc je participe un peu à l'aventure, mais surtout pour l'aider, tu vois, pour l'épauler. Et au fur et à mesure, je rentre dans le projet. Mais la vraie chose qui m'a fait entrer dans le projet, c'est que moi j'étais en biomédical parce que je me dis, vas-y, moi ce que je vais faire, je vais aider mon prochain, tu vois. Je vais pouvoir subvenir à des gens et les aider réellement, tu vois, concrètement, peut-être en les soignant, peut-être en apportant des produits qui est bon pour eux. Donc moi j'étais dans ce domaine-là. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon écoute, là, soit tu connais dans des études dans lesquelles tu n'es pas forcément épanoui, certes tu auras un impact, mais vas-y, ce sera quand même assez limité, tu vois. Soit tu te lances dans un projet de ouf, tu vas vivre des dingueries, ok, des succès, ok, des échecs, mais tu vas faire des dingueries, et tu pourras toucher potentiellement une population qui est beaucoup plus conséquente que ce que tu aurais pu faire si tu es resté en études. Et en fait, j'ai fait le deuxième choix, tu vois. J'ai fait des rencontres de folie, genre, j'aurais jamais pensé faire ça à mon jeune âge, avant même à la vingtaine. J'ai des expériences, elles sont incroyables. Humainement parlant, professionnellement parlant, c'est une dinguerie. Et encore une fois, c'est côté vision. Mais du coup, juste pour revenir sur le sujet, au tout début, on a commencé avec la même vision. On a fait rejoindre des gens qui avaient la même vision que nous au tout début. Et au fur et à mesure, la vie fait que, tu vois. On a certains, on avait encore un très bon commercial. On va pas donner de nom, etc., qui nous avait rejoint, il était vraiment efficace. Tu vois, on l'envoyait 2 fois en Chine pour des concours. Enfin bref, il a ramené certaines bonnes choses au sein de la structure. Mais au bout d'un moment, nos visions, elles ont divergé. Parce que frère, il a rencontré quelqu'un là-bas. Genre, il a voulu faire sa vie rapidement. Forcément, tu faire ta vie, forcément, il faut de l'oseille. Forcément, là, on est en start-up, donc l'argent rentre pas forcément maintenant. Les gars, je peux plus suivre. Exactement. Ça, c'est un truc. Et pourtant, on était en période classique. On était en période d'études. Ouais, mais t'es en ça, période d'études. c'est un truc classique, tu vois. T'es là, vous bossez, vous êtes en mode 7 jours sur 7, en mode grind, en mode on charbonne. Il y a un mec qui tombe amoureux. Ouais. C'est fini le week-end. Après, là- et c'est pas mauvais, attention. Non. Ça dépend des Mais profils. voilà. Je pense que c'est vrai. Je pense que l'amour peut avoir un bon impact dans ta vie au quotidien. Je suis totalement Concrètement, d'accord. parce que ça peut être en tout cas une valeur ajoutée, une réelle force. Savoir le. Parce que tu sais, dès que tu montes une startup, t'as le why. Comme il a dit Gaëtan, tu vois, ma mère, elle a été malade. Et mon why, tu vois, ça a été ça. Et la vision que j'ai essayé de transmettre, tu vois, c'était vraiment ça. C'est voilà, on a une problématique perso, il faut y répondre. T'es dans une ville de 33 000 habitants.
comme il disait Gaëtan, on était nous deux en biomédical, on était assis sur les bancs, et tu dis dans tous les cas, toute ta famille, tu vois, Gaëtan et moi, nos familles sont dedans, dans le médical. Ils ont fait leur carrière dedans, tu vois. Mes parents, ils ont fait 41 ans de service, tu vois, dans le médical, les deux, dans les hôpitaux publics. Et tu te dis, bah écoute, forcément, tu sais, t'as cette transmission-là qui se crée, tu vois, d'aider les gens. Et au final, ton why, tu vois, au fur et à mesure aussi, dès que tu grandis, il devient autre chose. Tu vois, il devient t'as ta copine, tu vois, moi, tu vois, ça fait 7-8 ans que je suis avec, tu vois. Et forcément, tu dis, bon, bah, tu veux construire des choses aussi, tu vois. Tu veux aussi laisser des choses. Parce qu'il y a une réalité, à un moment donné, tu vas faire des enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. C'est qu'est-ce que tu laisses aussi demain, tu vois. La trace que tu laisses, tu vois. Et je pense que tu as ce truc-là aussi, tu vois. Plus on grandit, même si le why, il est toujours le même, mais tu vas avoir des why aussi qui vont aller se rajouter entre-temps, tu vois. De fou. Et ces why peuvent encore plus te booster, tu vois, que le premier why. Parce que le premier why, il peut se dissiper aussi à un moment donné. Tu vois, moi, ma mère, elle va très bien aujourd'hui, tu vois. On touche du bois. Remercie Dieu. Ouais, exactement, t'as tout compris. Et c'est ça la réalité, tu vois. Donc le why, il n'est plus le même. Exactement plus le même, mais la réalité c'est qu'on veut quand même toujours répondre à ça et on veut quand même, tu vois, laisser une trace. Ce qui est challengeant, c'est en fait d'être deux ou plus et d'évoluer. Ouais, de fou. Et d'évoluer dans la même direction. De malade, de malade. Ça, c'est pas facile. Gaëtan et moi, tu vois, on a un profil très différent, tu vois, en réalité. Tu vois, Mais assez complémentaire. Exact, c'est pour ça que ça a toujours marché en réalité. Parce que tu vois, on s'est toujours dit les choses franco, on n'a jamais eu de dispute réelle parce que pas besoin. Alors que tu vois, dans plein d'associés, tu pourrais avoir des disputes, tu vois. Mais on sait jamais, tu vois, il n'y a jamais un mot qui est monté plus que l'un ou que l'autre, sauf si je me trompe. Non. Mais je crois pas. Genre, en réalité, tu vois. Pas encore en tout cas. Ouais, pas encore, tu vois, en réalité. Et c'est vrai que tu as besoin de deux profils différents, tu vois. Et c'est ça qui fait la force, parce qu'au final, je pense que, tu vois, Gaëtan, il a appris sur moi, mais je pense que moi, j'ai beaucoup appris sur lui aussi, indirectement. Et je pense pareil, Fahim, en réalité, tu vois. Genre, pour Gaëtan avec toi, pareil, Dorian, même pour Fahim, ou même de fou. En réalité, ouais, tu vois, c'est- on travaille de tous fou. ensemble, au final, on est tous connectés. Et c'est vrai que, tu vois, je pense que tu apprends aussi beaucoup des gens que tu fréquentes et avec qui tu entreprends. Et ça, tu vois, au final, ça fait beaucoup de force. Ça fait une grosse force à un moment donné, tu vois. T'apprends, tu vois, vous savez, je suis très excité, tu vois, etc. Tu vois, bah, des fois, j'ai appris à être posé et fermer ma gueule, concrètement. Tu vois. Parce que Gaëtan, tu es plus dans le délire passif. Je vais écouter, j'ai beaucoup écouté. Et ensuite, boum, je vais rebondir. Tu vois. Et des fois, tu vois, je vois que c'est plus impactant. Tu vois. Certains profils, ils ont besoin de ça. T'as d'autres profils, ils ont besoin de chat, ils ont besoin de tout ça. Donc là, effectivement. Mais il y a d'autres profils où ils ont besoin que. Il y a un moment donné, tu lâches une punchline, tu vois. Gaëtan, tu vois, ça, il sait bien le faire, tu vois. Il va dire, bon les gars, on récapitule. Bam. Tu vois ce que je veux dire, c'est la réalité, tu vois. Tu vois, pour donner un exemple. Et ça marche très bien avec des investisseurs que nous, on a rencontrés, où carrément, moi, je fermais ma bouche. Et pour être franc avec toi, j'ai pas honte, hein. L'investisseur, il disait, ouais, Alex, ouais, tu vois, genre, là, etc., tu parles, là. Et tu vois, genre l'investisseur, tu vois, il voulait plus écouter Gaëtan sur ce moment-là. Et tu vois, des fois, il y a aussi ça, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il faut des fois de savoir s'effacer un peu, ça c'est important. Et je pense que tu vois, un confondeur, souvent il veut pas s'effacer, tu vois. Mais tu vois, souvent, parce que tu sais, t'as l'ego, on parlait d'ego. Tu vois, on parlait d'ego, tu vois. Et tu vois, des fois, il faut savoir s'effacer pour se dire, bon, écoute, c'est dans l'intérêt de la boîte. Moi, je suis pas meilleur là, en réalité. Effectivement, là, c'est mon confondeur qui va prendre. Je le fais confiance à 100 000%. C'est comme si c'était moi. Par contre, ça va être 10 fois plus impactant à ce moment-là. Mais pour moi, c'est ça le plus dur. Pour moi, le vrai défi d'un start-upper, c'est vraiment de savoir gérer son ego, savoir quand on a de l'ego et savoir même gérer l'ego des autres. Parce que des fois, t'es. C'est ça le management. Hein. Ouais, voilà, bah ouais, en gros, c'est ça. C'est ça le management. Et au départ, tu te dis pas que ça va être ça le vrai problème. Mais au final, en fait, tu te dis que clairement, c'est vraiment ça le gros problème et c'est ça qui peut faire couler des boîtes. Exactement. On disait, il y a beaucoup de gens qui entreprennent pour plus avoir le patron au-dessus. Et en fait, un patron, il est là pour manager. Sauf que quand tu te retrouves avec des associés, qui manage Exactement. Non, mais c'est Qui vrai. manage et comment les relations se passent Et puis tu vois, t'as beaucoup d'entrepreneurs, ils veulent entreprendre aussi parce qu'ils veulent être libres. Moi, j'ai jamais eu. Ouais, en vrai. J'ai jamais eu. aussi. J'ai envie de dire, la liberté. Oui.
je l'ai jamais acquis, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en final, C'est l'inverse. Pour moi, c'est l'inverse total. Ouais, c'est l'inverse total. En réalité, dans l'entrepreneuriat, t'es dans une prison indirectement. Tu vois, parce qu'il y a tout le temps. Ah si, il y a un moment donné. Dans un sens, trop d'accord sur Là, ça. je pense pas de contraintes, tu travailles H24 en fait. T'es obligé. T'es obligé, en fait. En fait, le truc, c'est tu fais que du business en en fait, ligne. je me rappelle. Non, mais business en ligne, mon gars. Ouais, mais c'est T'as ça, en tes fait, le équipes, tu dois te déplacer, tu dois, tu vois, nous on fait du hardware et on fait du software, donc il faut aller voir les fournisseurs. Je vois ce que il y a tu trop veux de dire, choses à faire. de ouf. Mais en fait, Ouais, j'ai ce truc-là où moi j'ai fait de l'intérim pendant plusieurs moments avant pour avoir de la thune, etc. Et je me rappelle que fallait pointer tous les matins à telle heure et tu te barrais à telle heure. Et tu étais dans l'entrepôt de telle heure jusqu'à telle heure et c'était ça. Tu soulevais des cartons, etc. Je termine juste sur ça. Et je me rappelle, par exemple, cette année, un temps, je suis parti en voyage, donc je suis parti au Congo. J'ai bossé du Congo, mais j'ai bossé dans l'hôtel, tranquillement, on faisait même des visios à certains moments. Ouais. Et sinon, j'étais là, je bougeais, j'allais voir manif, je faisais plein d'autres trucs, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que, oui, je suis d'accord avec vous, il y a des contraintes de fou, Ouais, des contraintes au niveau administratif, des contraintes au niveau financier, des contraintes au niveau des clients, au niveau de l'humain, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même un truc que moi, en tout cas, c'est une forme de liberté pour moi, qui est de me dire, demain, si je veux me déplacer pour aller là-bas, je vais aller là-bas. Demain, si je veux travailler de cette manière-là, je peux choisir, en fait, je choisis mes contraintes. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est une grosse forme de liberté par rapport... Après, Peut-être tu vois, il y la a une question, réalité. peut-être la question qu'il faut se poser, c'est Ouais. c'est quoi votre définition de liberté alors au Ouais, final c'est ça, Ouais, c'est voilà. exactement ça. Ouais, Parce que tu vois, il y a une réalité, tu vois. Genre, tu te réveilles à 11h ou midi, t'es entrepreneur, ta journée, elle n'est pas très rentable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, après, tu dois- je parlais pas de ça, parce Ouais, que c'est c'est vrai que je suis d'accord avec Tu vois, toi. ça, c'est une forme de liberté, tu vois. Moi, tu vois, genre, tu vas au taf, tu sais que tu es dans l'obligation de te lever. Dès que tu es entrepreneur, tu pas dans l'obligation de te lever. Tu y a personne qui va te dire, bon, écoute, il faut te réveiller. Ouais, mais tu vas te le vois. manger. Ouais, exactement, tu vois. Mais tu vois, c'est une forme de liberté en soi. Et au final, tu vas te réveiller plus tôt et tu vas te coucher plus tard, souvent, tu vois. Donc au final, est-ce que tu es libre réellement? Je sais pas, tu vois. Et tu vois, moi, ma définition de liberté, c'est avoir du temps. Avoir du temps dans l'entrepreneuriat, t'en as pas forcément. Parce qu'au final, réalité, tu peux même mettre un peu ta vie de famille de côté, entre guillemets. mon gars. C'est une réalité, ta vie de couple, etc. Moi, je vois, ma copine, tu vois, elle me voit pas beaucoup. Tu vois, là, ce week-end encore, je faisais du coaching. Tu vois, je l'ai fait samedi et dimanche. Bah, elle m'a pas vu samedi et dimanche. Tu vois, c'est une réalité. Tu vois, donc, tu vois, est-ce que c'est une vraie forme de liberté? Je sais pas. Je te prends un exemple Sur tout l'équilibre. simple. Tu te lèves le matin à 6h, tu pars en tournage, tu fais toute ta journée en tournage, t'es éreinté en fin de journée. Des fois, tu vas peut-être te laisser un peu de temps perso pour aller à la salle parce que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Après, tu rentres à la maison, boum, t'enchaînes sur une réunion de 22h jusqu'à 1h du matin. Tu peux pas voir ta copine, tu peux pas voir tes potes, tu peux pas voir tes parents, tu peux pas voir... Exact. Là, t'as pas de liberté pour moi dans ce cas de figure. Et sachant que le lendemain, tu te relèves à 6h pour Ouais. un client en tournage, rebelote. etc. Et tu fais ça toute la semaine. Et le week-end, Ouais. tu bosses aussi parce que t'as des réunions, parce que tu dois avancer sur des En trucs fait, et tout. pour moi, la liberté, c'est le fait, de, à ce moment-là, D'avoir le choix. de se dire, je le fais, je sais pourquoi je le fais. Ouais. Je peux même mettre une deadline pour ça. Ouais, je suis Et d'accord. si je suis vraiment inconfortable dedans, je peux toujours me poser et me dire, attends, est-ce que c'est vraiment le business model que je veux? Ouais. Et par exemple, je peux être dans Ouais. un business model qui est complètement digitalisé, qui fait que j'aurais plus à me lever le matin pour prendre le train et être 2 heures dans les transports. Je vais pas aller vers ça, mais c'est un exemple. C'est que moi, ce que j'aime avec le côté entrepreneur, c'est le fait de se dire, je peux choisir mes contraintes, je peux aller dans ça, dans ça, dans ça. Ok, c'est vrai que là, je suis dans un truc inconfortable. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois. Mais au bout d'un moment, je peux le changer, je peux déléguer, je peux faire plein de choses comme ça. Alors que, enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir de tu dois être dans cette espèce de bâtiment froid du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi, Ouais. et c'est tout. Ouais. Et tu la fermes. Ce côté rat race. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Exactement, tu vois. Ça, c'est moi, je suis pas dans un- stimulant, dans c'est parce un- que c'est pas je- stimulant. Je suis pas dans un contraire entre le salariat. Je suis pas dans une opposition salariat-entrepreneuriat, parce que pour moi, le salariat, il y a plein de personnes salariées qui sont dans des tafs de fous. Des tafs sont grave du temps, ils font grave du bif, et ils sont grave libres de leur mission. Donc je suis pas dans une opposition un peu comme ça, mais je parle vraiment pour moi. C'est là où je te rejoins sur ce que tu disais, parce que j'allais nuancer mes propos aussi. C'est vrai que tu prends quelqu'un qui est salarié, cadre au forfait jour, il peut avoir des horaires, des amplitudes horaires folles aussi, Ouais. et devoir être dispo C'est vrai. en pleine nuit si jamais il y a une c'est galère vrai. ou quoi que ce soit. Grave. Donc c'est vrai que je nuance de un fou. peu et je te Ouais. rejoins sur ce que tu as dit, Ouais, d'avoir c'est vrai, cette c'est vrai. liberté. Moi, ouais, j'ai de- une des personnes que j'ai connues
qui travaillait plus. C'était pas je me rappelle, c'était une femme, une salariée d'une grosse boîte. Elle charbonnait plus que tous les entrepreneurs Ouais, que pareil, je connais. pareil. Elle charbonnait de ouf du matin. Je travaille à WeWork. À WeWork, elle était là le matin. Et elle finissait parfois à 23h. On faisait des rendez-vous avec elle. Elle venait jamais au rendez-vous parce qu'elle était dans une mission, dans un truc. Je me disais, purée, c'est une dinguerie. Donc, ouais. Pareil Mais pour moi, hein. c'est une forme, tu vois, indirectement, c'est une forme d'entrepreneuriat aussi, ça. Parce que tu vois, elle sait pourquoi elle le fait aussi. Non, mais en fait, le truc, c'est que, vas-y, attends. tout l'argent qu'elle fait rentrer, c'est pas pour elle. Hein. Ouais, c'est pas pour elle, mais elle sait pourquoi elle le fait. En Tu vois, fait, demain, oui. elle veut peut-être avoir un poste d'associé. Non, elle sait que la majorité. non, mais je sais qu'elle Tu le vois. faisait parce qu'elle avait des ambitions Ouais. aussi d'investir dans Ouais. l'immobilier et tout ça. Voilà, Donc, je suis pas en train de dire que c'est mauvais ou pas. Ouais, bien sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a aussi cette vision-là où tu as des entrepreneurs, par exemple, on en connaît en plus, qui vont parfois se lever à 11h, tout le temps en voyage et qui font rentrer du bif de fou. Bien sûr. Mais attends, avant ça, ils ont fait quoi quand même? Oui. Est-ce qu'ils n'ont Ouais, pas c'est- charbonné pendant Ouais, c'est 5-6 ça ans aussi, dans ouais. leur garage, Ouais, faire des exactement. nuits blanches Ouais. pendant je sais pas combien de Je temps? pense qu'à un moment donné, Ça tu serait peux te l'été, permettre. tu Tu vois, dès que Ouais. tu as bien fait les choses, Au bout d'un tu moment, peux te permettre de le faire. Et puis, T'automatises, ouais, c'est tout. En t'automatises. fait, t'automatises. Donc là, on parle encore de business en ligne. Non, mais il y a un moment donné, dès que tu peux, tu délègues aussi, tu vois. Ouais, Tu délègues. exactement. Une grosse problématique des entrepreneurs, tu vois, genre à déléguer, tu vois, c'est l'une des, on va dire, des problématiques. Dès que t'es start-upper, tu vois, déléguer, t'as du mal à ce que les gens ils fassent à ta place. Tu vois, ça c'est une vraie problématique parce que tu penses que le résultat il va pas être le même, parce que tu veux les mêmes attentes que toi, tu vois, et ça souvent c'est une problématique. Mais, Ouais. Mais pour revenir pour le côté liberté, ouais, encore une fois, il faut pas oublier ce côté qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là tu fais un travail en fait qui te galvanise, que tu Ouais. apprécies, que Grave. tu valorises derrière, tu vois? Ouais. Demain, le mec qui fait du 9h, 21h, par contre, il vit une vie de ouf, il apprécie ce qu'il fait, ouais. pour lui, il est libre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, pour moi aussi, il faut se créer sa liberté. Par exemple, c'est pareil pour moi, j'ai un pote le pote que je connais qui travaille le plus, c'est quelqu'un qui est salarié. À côté, il est aussi entrepreneur, donc il vend des voitures, etc. Et à côté, il est dans les délires d'appart, etc. Mais en fait, il faut se dire que, pour l'instant, certes, il n'a pas beaucoup de temps, mais il se crée sa liberté. Et ça se trouve qu'il va lâcher son taf, il va lâcher je sais pas quoi, et au final, il sera libre après. Donc pour moi, il faut travailler aujourd'hui pour être libre après, tu vois. Ouais. C'est Ouais, c'est un ça va pas du jour au lendemain. investissement. C'est pas parce que ouais, je suis entrepreneur, ouais, Ouais, c'est bon, c'est je suis libre. investissement. Au début, tu n'es pas libre, tu vois. C'est un, ouais, c'est c'est un un investissement et après, tu crées ta liberté. Pour moi, c'est ça. Super. On est en train d'arriver à la fin de l'épisode. Il est bientôt 18h, les gars. C'est quoi vos projets actuellement? Vous bossez sur quoi? Qu'est-ce que vous Il y a des faites? projets secrets, hein. Ce que vous pouvez dire, en on tout va cas. dire. Il y a des projets. Non, Ce qu'on peut dire, Bah, bien sûr. moi, Juste, je peux en pas- fait, cette question, c'est juste pour qu'on puisse parler un peu de nous, quand Ouais, même. non, mais comme tu sais, on a la boîte avec Gaëtan de livraison par drone. Donc ça se porte plutôt bien là. On va commencer à repartir du bon pied là. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, moi personnellement, comme vous le savez les gars, hein, je fais du business coaching, un peu d'intervention. Là je vais reprendre un peu les interventions aussi. Oh, je peux te retrouver où? J'ai besoin de coaching, je te retrouve où? On via LinkedIn. LinkedIn en réalité. Ok, je pense que ça s'affiche là. Exactement, LinkedIn, vous pouvez suivre en réalité. Si vous avez besoin d'aide, on ne sait jamais. Donc c'est vraiment sur toutes les phases de l'entrepreneuriat. Hein. Comment grosse rapidement, ça va être de l'étude de marché, à te préparer sur des pitchs, à faire ton pitch deck, à faire de la levée de fonds, des prévis sur 5 ans. Donc c'est un peu 360, j'ai envie de te dire. Donc voilà, moi je suis sur ça en ce moment. Puis vous savez très bien, on a des projets que je ne peux pas déclarer encore, mais qui vont arriver très très vite. Super. Fahim? Moi, pour ma part, je suis, au niveau des projets, je suis encore créateur de contenu vidéo pour des marques, des associations, etc. À côté, en ce moment, je suis en train de travailler sur tout l'aspect événementiel, basket que j'organise avec Ice, avec mes collaborateurs de Ice. Et sinon, je continue toujours avec Gaëtan en tant qu'intervenant en content marketing, montage vidéo ou autre. Après, bien sûr, les projets qu'on a ensemble. On peut te retrouver sur quoi? Si vous voulez rigoler, voir des trucs bizarres, Instagram, c'est là où je suis vraiment en mode créateur de contenu vidéo, basket, humoristique, où j'ai commencé, on va dire, à créer un personnage pour être vraiment axé niveau basket. Et si vous voulez le côté plus pro, directement sur LinkedIn. Top, super, je pense que ça s'affiche aussi. Monsieur Nicolas? Alors moi, j'ai 2 sociétés de production qui sont en cours de constitution actuellement. Une sur le divertissement et une sur la fiction. Et puis voilà, à côté de ça, je vais commencer à faire de l'accompagnement sur la production notamment. Donc si vous avez besoin pour
pour créer des courts-métrages ou faire de la vidéo, n'hésitez pas, vous me retrouverez sur LinkedIn ou sur Insta. Non, principalement sur LinkedIn. Super. Moi, de mon côté, comme l'a dit Alexandre, nous, notre activité avec notre service de drone de livraison qui s'appelle Milo, on va redémarrer très rapidement en 2024, donc ça va être super intéressant de nous suivre vis-à-vis de ça. Et aussi, comme l'a dit Fahim, intervenant en grande école de commerce, pour ce qui est lié au marketing, communication, mais surtout le branding, tant bien de l'entreprise que votre personal branding, parce que c'est ce qui fait vendre à l'heure actuelle en termes de plus-value sur le marketing. Et on peut me retrouver sur LinkedIn, du coup, où je fais aussi du coaching vis-à-vis de votre personal branding. Super. On me pose la question. Il a cru qu'il allait y échapper. Il espérait, moi aussi, je vais faire ma pub aussi. Là, je vais faire de l'instant auto-promo de fou. Donc, j'ai ma boîte de production audiovisuelle qui produit du contenu pour les entreprises, du contenu vidéo, des reels, etc., pour faire gagner des leads. C'est une bonne pub. Ensuite, j'ai un projet actuellement, je suis réalisateur. Donc du coup, j'ai un projet de fiction qui est fini. Donc là, on est dans les festivals. Le court-métrage s'appelle Elijah. Donc voilà, vous pourrez le retrouver dans des festivals, etc. Vous pouvez suivre cette aventure pour le coup sur Instagram. Sur mon Instagram, j'en parle aussi, et bientôt sur mon LinkedIn. Et je fais aussi de la formation. Ouais. Je fais aussi de l'accompagnement de vidéastes. Donc pour les aider à développer leur activité, leur business. On parle de marketing, on parle de vente, de cold call, de tout ça. Donc pour ça, vous pouvez retrouver ça sur Instagram et sur tous les liens qui se situent là. Donc c'était cool les gars. Ouais, c'était cool. Premier épisode des Visionnaires. Je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On aurait pu continuer 1 heure. Ouais, grave. Mais franchement, je trouve que c'était cool, c'était un plaisir. Ouais, franchement, c'était cool. Hein. Mais ouais, franchement, c'était lourd. C'était vraiment lourd. Moi, du coup, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Yeah!